Alors, bonjour à tous. Merci d'être présent à cette porte ouverte du mois de mai 2022, euh, paradigme grégorien. Est-ce que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît? Merci de me le faire savoir et je vais pouvoir débuter. Merci. Ok, parfait. Merci. Alors, je commencerai bien sûr par remercier Mylène pour son introduction et sa brève présentation de l'association. Merci également pour son soutien et évidemment sa fidélité dans les œuvres qui sont les nôtres déjà depuis quelques années. Je remercie aussi évidemment des étudiants de l'école des scribes sans qui évidemment cette école n'aurait pu prospérer depuis qu'elle a débuté. Ils sont ici un certain nombre, donc je tenais à les remercier. Évidemment, ceux qui sont absents également, qu'ils reçoivent mes remerciements parce que évidemment, c'est toujours avec l'intérêt que vous accordez au travail qui est le nôtre que de tels projets peuvent perdurer. Je remercie également ceux qui ont pris la parole aujourd'hui, notamment Tambay et puis Christine. Merci pour ces mots d'encouragement, car naturellement, on a toujours besoin d'avoir un retour, car de soi-même, on n'est pas capable de juger l'appréciation que les uns et les autres peuvent avoir d'un travail que nous faisons avec passion. Mais encore faut-il savoir intéresser, évidemment, ceux qui n'ont pas, au départ, tout au moins la même passion ni la même vision, intéresser à des choses qui parfois peuvent être complexes. Donc, je m'en félicite d'autant plus que on part souvent avec quelques a priori. Au départ, on se dit, ah, est-ce que les langues africaines, est-ce qu'on les connaît? Est-ce que ça va être compliqué? Non. On voit bien, je donne l'exemple, par exemple, de Christine, qui m'a, à certaines occasions, parfois posé de telles questions, mais aujourd'hui, je vois bien que on comprend que ce n'est pas une difficulté en soi, que c'est une question de paradigme, de vision du monde et que de toutes les façons, nous sommes tous en apprentissage. Et tout ce qui est dit est souvent dit dans le but d'être compris. Voilà, il n'est pas question de compliquer davantage ce qui peut être simplifié. Et le but réellement de notre démarche est celle de la simplification. Je remercie enfin ceux qui sont présents aujourd'hui, qui ont pris le temps de cet après-midi. Je sais que l'été s'annonce, sinon peut-être on y est même déjà plus ou moins, et que les activités, évidemment, ne manquent pas dans ce cas. Mais que vous ayez comme ça pris quelques heures de votre journée pour les consacrer à cette rencontre, naturellement, je vous en remercie. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette porte ouverte, je souhaitais aborder un sujet parmi d'autres qui en réalité va être un survol, vous le verrez, parce que je vais juste aborder un aspect qui va nous guider comme ça vers des choses intéressantes. Et à un moment donné, je donnerai la parole à un de nos stagiaires qui est ici présent, qui apportera quelques lumières sur des aspects spécifiques d'un sujet que nous allons aborder aujourd'hui. J'ai souhaité qu'il prenne la parole parce que nous en avons souvent parlé en cours et je sais qu'il se passionne de certains aspects de la matière qui va être la nôtre aujourd'hui. Voilà. Le moment venu, bien sûr, il saura s'introduire lui-même et évidemment vous dire ce qu'il a à vous dire. Voilà. Donc, le thème du jour, c'est l'intronisation du roi d'Égypte, une analyse à partir des données soudanaises. L'intronisation du roi d'Égypte, une analyse à partir des données soudanaises. Comme je l'ai dit, c'est une introduction et même un survol en réalité, parce que il y a tout un pan de ce corpus que je ne vais pas aborder aujourd'hui, notamment la question des couronnes. Parce qu'en réalité, l'intronisation du pharaon d'Égypte réside dans sa couronne. Toute l'information est fournie par la couronne qu'il porte, et la double couronne. Mais c'est un aspect que je n'ai pas voulu aborder parce que il aurait été complexe, puisque j'aurais été amené à parler de certaines divinités, ce genre de choses qui nécessitent possiblement, m'a-t-il semblé, des prérequis. Donc, j'ai voulu simplement rester, disons, dans le cadre d'une porte ouverte, et pour que vous ayez quand même une idée de ce que nous faisons et la manière dont nous traitons certains corpus qui jusqu'ici n'ont pas toujours eu l'éclairage souhaité, malgré la bonne volonté des uns et des autres, puisque vous savez que ça fait maintenant plusieurs siècles que l'égyptologie existe. Et elle a su, évidemment, apporter certaine lumière sur des sujets importants, notamment, je peux dire, la religion des anciens Égyptiens en général, les hiéroglyphes aussi. Il y a tout un traitement qui se fait du point de vue de la phonétique qui est intéressant. Et depuis que nous nous intéressons à ces questions, nous avons voulu y introduire naturellement le rapport que les corpus égyptiens entretiennent avec les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Voilà, donc notamment la question de la langue et avec la conviction que ce qu'on appelle les hiéroglyphes, en fait, c'est la parole divine.
parce qu'on a souvent eu l'idée comme ça de rechercher un corpus qui puisse nous unir, autour duquel nous puissions refonder une forme de civilisation spirituelle ou de spiritualité civilisationnelle, pour prendre ça comme on veut, avec l'idée que d'autres ont le Coran, d'autres peut-être la Bible, d'autres encore d'autres textes, hein, les Chinois, les Hindous, ils ont tous des corpus comme ça qui sont constitués. Et puis que nous, il semblait que nous n'étions pas vraiment en mesure comme ça de fournir quelque chose qui puisse rallier, qui puisse accommoder tout le monde et que chacun puisse réellement s'y retrouver. Quant au fond, c'est ce qu'on appelle les caractères sacrés égyptiens, c'est-à-dire la parole divine qui constitue en fait notre livre universel. Et je le dis vraiment avec conviction parce que moi, je l'ai vu. Bon, je sais que j'ai un certain avantage, c'est que je passe beaucoup de temps là-dedans et que vraiment, je fais un travail assez en profondeur quand même sur des questions fondamentales. Mais je peux vous assurer que voilà, c'est une réalité. C'est une réalité qui se vit quand on comprend les perspectives qui se nichent derrière ce que nous appelons un peu vulgairement comme ça les hiéroglyphes égyptiens. Donc, je vais aussi aborder cet aspect aujourd'hui d'une certaine façon, parce que le thème que je vais aborder touche par certains aspects les caractères sacrés, c'est-à-dire l'écriture sacrée, et cela va nous permettre peut-être d'avoir une idée juste sur euh, quelques éléments qui soutiennent ce qu'on peut appeler une intronisation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un roi en finalité dans l'univers euh, sociogonique des peuples subsahariens? Voilà. Donc, je commencerai par introduire un auteur qui va nous servir un peu de guide, puisqu'il a eu l'avantage de publier autour du 1er siècle un ouvrage qui est un traité d'Isis et Osiris, que je vous invite à lire. Il a été réédité il y a quelques mois maintenant, donc vous pouvez le trouver assez aisément sur Amazon pour ceux qui s'y intéressent. Bon, je dis toujours, a priori, que vous n'allez pas tout comprendre, parce que plus tard, puisqu'il s'agit de lui, c'était un initié au mystère Isiaque et osirien. Il a été prêtre pendant une vingtaine d'années à l'oracle de Delphes. Et ce texte qu'il écrit, il écrit à une femme qui était une initiée au mystère Isiaque. Elle s'appelle Cléa, pardon. Et c'est une lettre qu'il adresse comme ça, qui va devenir un traité par la suite, mais il n'écrivait pas dans le but d'en faire un livre fondamentalement, il écrivait simplement pour décrire ce qu'il avait cru comprendre en fait de ce qui constituait la dialectique, tout au moins ce qu'on appelle aujourd'hui la passion d'Osiris, c'est-à-dire la dialectique qui anime les personnages que vous connaissez, c'est-à-dire Seth, entre guillemets, qu'il appelle Typhon, Osiris, bien sûr, Isis, etc. Voilà. Donc, c'est un ouvrage important. J'avoue que ça fait des années que je le fréquente et je suis toujours à découvrir des choses parce qu'avec le traitement des hiéroglyphes, on comprend mieux ce qu'il dit. C'est pour ça que j'ai dit qu'au départ, vous n'allez pas tout comprendre, il ne faut pas se faire d'illusions, mais au moins vous aurez la trame. C'est-à-dire que vous saurez au moins à peu près dans quel univers évoluent ces personnages qu'on appelle Isis, Osiris, etc. Avec l'exercice analytique, c'est-à-dire la méthode Kuma, entre guillemets, bon, vous allez mieux comprendre, c'est sûr, parce que ce qu'il dit est parfois ésotérique. On ne comprend pas tout a priori, mais euh, dans ce texte, il présente plusieurs aspects de la civilisation égyptienne qui nous intéressent, parce que c'est une parole authentique, c'est quelqu'un qui a vécu à une époque où, certes, la civilisation égyptienne avait déjà périclité, mais il restait quand même encore des choses intéressantes qu'il s'est rapporté dans cet ouvrage. Voilà. Donc, Plutarque, dans cet ouvrage, il expose la généalogie divine d'Osiris. Bon, je dirais Osiris par commodité, hein. Vous souffrez d'entendre Osiris parce qu'on peut l'appeler différemment, mais aujourd'hui, évidemment, c'est une porte ouverte, donc je vais me limiter à ce que les gens peuvent savoir. Donc, Plutarque, il expose la généalogie divine d'Osiris, son voyage à travers le monde, et raconte comment, au retour de ce dieu, sept typhons lui tendit des embûches en s'adjoignant 70 ou 72 complices. Alors, Plutarque parle de 70 complices, certains auteurs disent 72. En fait, non, Plutarque parle de 72 complices, et certains auteurs disent 70 sans préciser les sources. Donc, souvent, moi, comme j'aime bien à partir sur des éléments attestés, généralement, on parle de 72 complices. Mais on sait bien que c'est dans ces zones-là, mais sachant que les nombres jouent un rôle fondamental, pour nous, c'est quand même important d'avoir l'information juste. Mais que ce soit 70 ou 72, du point de vue des sociétés initiatiques soudanaises, cela a un sens. Donc, on peut comprendre pourquoi ils sont 70 ou 72. Mais enfin, ça, c'est un détail. Donc, plus tard, qui expose la généalogie divine d'Osiris, son voyage à travers le monde, il raconte comment, au retour de ce dieu, sept typhons
lui tendit des embûches en s'adjoignant 72 complices. Ayant pris en secret la longueur exacte du corps d'Osiris, Seth, d'après cette mesure, fit construire un coffre superbe et magnifiquement décoré et le fit apporter au milieu d'un festin. Bon, ça peut vous étonner que j'introduise le thème de l'intronisation par cette histoire. Mais en fait, ce que vous allez comprendre, c'est que l'histoire l'histoire du banquet organisé par Seth pour piéger Osiris, en fait, expose tout au moins les éléments de ce qu'on appelle une intronisation. Ça, ce sont des aspects qui ne peuvent être compris qu'à la suite du traitement, en fait, je peux dire, des hiéroglyphes égyptiens. Parce que moi-même, ce n'est que très tardivement que je l'ai compris. Donc, je sais que ça peut surprendre beaucoup de personnes parce qu'on s'imagine que Osiris va mourir. Comment est-ce qu'on parle d'intronisation? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous allez comprendre. Parce qu'en fait, les Égyptiens se sont servis de ce discours pour exposer certains aspects de leur tradition. Quand je dis les Égyptiens, j'aurais pu dire les Soudanais, parce qu'en fait, vous allez voir que je vais très rapidement rapatrier ce discours au Soudan occidental, ce qui va être plus clair. Parce que pour l'instant, c'est un peu masqué, ésotérique, etc. Mais lorsque je vais, par exemple, traiter de ce corpus chez les Dogons, vous allez bien comprendre. Mais c'est important de toujours faire ce lien pour, naturellement, premièrement, exposer le fait que la civilisation égyptienne, c'est une civilisation négro-africaine, ce qui est encore pour nous important de le rappeler, puisque Cheikh Anta Diop y a consacré toute sa vie, même si aujourd'hui on peut dire un peu avec des inventures que évidemment que c'est une civilisation, mais sachez que ce fut un combat rude, mais il faut savoir rendre hommage à ses efforts et ce n'est pas toujours évident, évidemment qu'on le cherche a priori. Donc j'aime bien quand même le rappeler parce que certaines personnes y ont consacré leur vie. Okay, voilà. Mais je vais faire un lien immédiat avec les sociétés soudanaises. Vous allez mieux comprendre ce qui est en train d'être raconté ici. Plutarque, qui expose la généalogie divine d'Osiris, donc dans le traité d'Isis et Osiris, son voyage à travers le monde, il raconte comment, au retour de ce dieu, Seth lui tendit des embûches en s'adjoignant 72 complices. Ayant pris en secret la longueur exacte du corps d'Osiris, Seth, d'après cette mesure, fit construire un coffre superbe et magnifiquement décoré et le fit apporter au milieu d'un festin. Étonnement et ravissement de tous. Typhon promet en plaisantant de le donner à celui qui pourrait s'y étendre et le remplir exactement. Étonnement et ravissement de tous. Seth promet en plaisantant de le donner à celui qui pourrait s'y étendre et le remplir exactement. Tous essaient en vain. Osiris y entre et tout de son long s'y étend. Aussitôt, tous les convives s'élancent pour fermer le couvercle. L'opération terminée, le coffre fut porté sur le fleuve et on le fit descendre jusque dans la mer par la bouche tanitique. Ces événements se passèrent, dit-on, le 17 à Tyr, mois pendant lequel le soleil passe par le signe du Scorpion et la 28e année du règne d'Osiris. Donc, Plutarque signale qu'Osiris va être assassiné, entre guillemets, à 28 ans. Okay? Et que ces événements qu'il expose ici, c'est-à-dire le meurtre d'Osiris, a eu lieu le 17 du mois d'Atir, qui est un mois du calendrier égyptien. Et il présente à la suite de cela d'autres détails que vous saurez naturellement vous rappeler, puisque je viens de lire plus d'une fois ce texte. Bon, le banquet est la scène proposée par les anciens Égyptiens, nos ancêtres de la vallée du Nil, pour raconter le piège de Seth et la mort d'Osiris. Hein. C'est une scène qui a lieu, qui se joue autour d'un festin, d'un banquet. Naturellement, il y a là un sens que nous allons pouvoir rappeler ensuite. La première chose, c'est que ce banquet est vécu comme un piège, vous le savez. On parle ici, évidemment, du piège de Seth. Et lorsque vous avez un thème aussi important dans un texte, fut-il écrit par un grec, évidemment, le grec n'a pas inventé cela. Et vous devez tout naturellement vous poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'on dit le piège en égyptien pharaonique? Parce que c'est la base. On dit qu'Osiris a été piégé.
Mais comment s'appelle le piège? Parce que vous allez comprendre que ce raisonnement basique, en fait, va vous amener à comprendre ce qui est en train de se jouer là. OK? On vous dit qu'Osiris a été piégé lors d'un banquet. Et on raconte un ensemble de faits ensuite. Mais ce qui est important de savoir, c'est déjà comment les Égyptiens traduisent la notion de piège, puisque cette notion intervient de manière remarquable dans le récit de la mort d'Osiris. Eh bien, voici la graphie, c'est-à-dire le groupe hiéroglyphique, si vous voulez, qui rend compte du mot piège en égyptien pharaonique. C'est une graphie, pourrait-on penser, relativement complexe. Il y a plusieurs signes. Je n'irai pas dans des descriptions techniques, ce n'est pas nécessaire, mais nous allons quand même la lire pour comprendre de quoi il s'agit. Mais enfin, voici la graphie. Donc, vous avez la codification, vous avez la translittération. Qu'est-ce que c'est que la translittération? C'est la, comment dire, l'affectation aux différents signes de valeur alphabétique. Donc, vous voyez que c'est translittéré. Il y a certains signes dans le contexte qui sont ce qu'on appelle des pictogrammes qui ne sont pas translittérés parce qu'on sait que ce sont en quelque sorte des comment dire, des réduplications, si vous voulez, dans le contexte. Je pense notamment à cette plante qui représente une sorte de papyrus, une fleur avec son rhizome en soi. Elle est présente là parce qu'elle a la valeur K, en quelque sorte, si je dois translittérer d'une certaine façon. Mais vous voyez que la même valeur est déjà assumée par le signe qui est une sorte de cercle avec des traits qui représente prétendument un placenta et l'oiseau qui est un vautour percnoptère qui amène la lettre, on va dire la lettre A, on va dire ça comme ça. Donc, c'est comme si le scribe, en fait, duplique à l'intérieur d'une graphie les signes simplement pour qu'on puisse s'assurer de la vocalisation exacte qu'il souhaite apporter. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des déterminatifs, etc. Donc voilà, voici pour ce qui concerne le nom de la trappe ou du piège. Bon. Avec la source, bien sûr, sur le Wörterbuch, c'est-à-dire le dictionnaire allemand d'égyptologie, volume 1 à la page 543. Lorsque vous avez une graphie comme celle-ci, il faut toujours vérifier en partant par le copte. Le copte, qu'est-ce que c'est? Le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. C'est une langue qui a été véritablement parlée autour du IIIe siècle. C'est à ce moment que le copte apparaît. Donc, c'est un pas sûr qui nous euh, comment dire, qui nous prévient d'une certaine façon de la convention. Parce qu'on aurait pu dire, bon, c'est translittérer quelque chose comme PK, et puis on s'arrangeait avec, parce que c'est possible en égyptologie de procéder de la sorte, mais quand le copte existe, il faut nécessairement en tenir compte. Et le copte lit cette graphie, parce que c'est effectivement sa lecture effective, pash ou fash. C'est ce qui est écrit là en copte. Ce sont des caractères grecs et des caractères typiquement égyptiens, donc notamment la dernière lettre, c'est la lettre shai de l'alphabet copte, qui est une lettre typiquement égyptienne. Donc, ça se lit pash ou fash pour signifier trappe, piège. C'est la lecture effective, je le répète, de cette graphie. Werner Wichil, qui était un linguiste qui a publié en 1983 un dictionnaire étymologique de la langue copte, fait donc de ces correspondances parce qu'il était acquis à l'idée selon laquelle, évidemment, l'égyptien pharaonique était une langue sémitique. C'est ce qu'il pensait avec d'autres d'ailleurs. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas, parce que depuis, il y a eu des travaux de professeur Théophile Obenga notamment, qui ont montré qu'en réalité, ce qu'on appelle le chamito-sémitique est une construction de l'esprit, disons, idéologique, qui n'a pas effet dans la réalité des langues telles qu'elles sont parlées sur le continent noir. Donc, on ne va pas ici faire de débat sur l'effectivité de ce qu'on appelle l'afro-asiatique ou le chamito-sémitique, mais enfin, sachez que depuis les travaux de Théophile Mbenga notamment, mais pas seulement, parce que Jean-Claude Mboli aussi a fait un travail remarquable sur ces questions, eh bien, on sait depuis ces travaux que, en réalité, l'égyptien pharaonique est une langue qu'on pourrait qualifier de négro-africaine, si vous voulez. En tous les cas, euh, c'est une langue qui a été parlée et qui était parlée par les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Donc, avec langues qui partagent donc des affinités de type génétique avec les langues qui sont actuellement parlées au sud du Sahara. Bon, donc, Werner Wichil publie donc en 1983 un dictionnaire étymologique de la langue copte dans lequel il fait des propositions suite naturellement à cette graphie et au mot copte. Il nous dit que ce mot correspond à l'hébreu pak, qui signifie piège, à l'arabe fak, qui signifie piège pour prendre les oiseaux, avec une forme néo-égyptienne, alors qu'il reconstruit, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des reconstructions en linguistique, je vous passe les détails, mais enfin il reconstruit ce mot paki. Donc il dit qu'en fait, à l'origine, ce mot devait se prononcer quelque chose comme paki, parce que les formes tardives hébraïques et arabiques ou arabes témoignent quand même de cette éventualité. Mais enfin, les mots sont là, ils existent bien en hébreu, c'est pak,
En arabe, c'est fac, sachant que, évidemment, le P et le F sont des lettres interchangeables. C'est la raison pour laquelle on sait que c'est le même mot, en fait. Vous voyez? Bon. Donc, voici pour les solutions proposées par Werner Vichil. Comment nous procédons pour avoir la vérité du fait? Puisque nous sommes dans une démarche analytique, en abrégé la lecture analytique, c'est-à-dire méthode Kuma, eh bien, nous allons rechercher dans les dictionnaires égyptologiques ce qu'on appelle des homographes. Qu'est-ce que c'est que les homographes? Les homographes sont des graphiques qui partagent les mêmes signes, mais qui ont des mots, des sens différents. Sens différents par le fait du déterminatif. Quoi qu'ici, vous avez en haut le nom de la trappe et en bas le nom du plateau et de la bûche, sachant que le nom de la bûche est quasiment un homographe parfait pour le nom de la trappe ou du piège. Sauf que le nom de la bûche est au féminin. Voilà pourquoi on rajoute ce qu'on appelle une galette de pain, si vous voulez, qui est une désinence, c'est une terminaison pour la forme féminine. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, du point de vue maintenant de la méthodologie? Ça veut dire que si je sais comment on dit la trappe et le piège dans la langue des anciens Égyptiens, je sais comment on dit le plateau et la bûche, parce que ce sont les mêmes mots, ça va être prononcé de la même façon, puisqu'on sait avec certitude que les mêmes signes produisent les mêmes sons. Cela veut dire que si je sais comment on dit le plateau, si je sais comment on dit la bûche, je sais automatiquement comment on dit la trappe et le piège. Et pourquoi je me pose cette question? Parce que je vais avoir le mot exact. Je veux savoir qu'est-ce que les anciens Égyptiens, c'est-à-dire nos ancêtres de la vallée du Nil, mettent dans l'idée de piège d'Osiris, de piège organisé par Seth-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter comme histoire? Voilà. Parce que si je sais comment prononcer ce mot, je vais automatiquement savoir dans les langues, et notamment dans le système initiatique des peuples kémites, je vais savoir de quoi ils parlent, parce que ça n'a pas disparu. Ça, vous devez toujours avoir ceci à l'esprit. Donc, ces questionnements est donc pour m'assurer non seulement que c'est une langue négro-africaine, ce qui est déjà important, mais aussi la vocalisation exacte. Voilà. OK? Bon. Donc, je vais donc passer par les homographes pour éliminer en fait le hasard en quelque sorte et pour vérifier pourquoi le copte dit pache. Parce qu'on comprend bien qu'en copte, le che la terminaison en che est une mutation phonétique. Parce que l'hébreu dit pak, l'arabe dit fak. Donc on comprend que c'est ce K entre guillemets, parce que c'est en fait un H diacritique. Je vous passe les détails. En fait, on comprend, je vais dire comme ça clairement, pour que ce soit simple pour tout le monde, que ce K qui termine l'arabe fak ou l'hébreu pak, c'est lui qui mute en che, il devient un che en copte. OK? Bon. On observe qu'au sein des langues subsahariennes, notamment les langues de la zone dite bantou, sachant, je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas, que les langues dites bantou et les langues soudanaises participent d'une seule et même famille qu'on appelle la famille Niger-Congo. Donc, en fait, c'est la même famille de langues, parce qu'il y a des affinités remarquables du point de vue génétique entre les langues dites soudanaises et les langues dites bantou. Sauf que dans l'esprit de beaucoup de personnes, on peut encore imaginer que les langues soudanaises sont différentes des langues dites bantou, quand au fond, ce n'est pas vrai. C'est pour cette raison que j'introduis souvent la chose de cette façon, pour quand même vous amener à certaines évidences après. Parce que vous devez savoir qu'on parle la même langue. Les peuples subsahariens parlent la même langue. Ça, vous devez le savoir. Mais puisqu'il faut encore savoir le démontrer, eh bien, c'est la raison pour laquelle je prends quelques précautions pour ne pas affirmer sans savoir le démontrer. OK? Bon. Ces mots-ci, plateau d'un côté et bûche de l'autre, translitéré, comme vous le voyez, plus ou moins pack, tel qu'on le voit, d'ailleurs attesté par les formes coptes, hébraïques et arabes, correspond notamment au kikongo, kipaki, sachant que le ki est ce qu'on appelle un préfixe de classe. Donc le mot c'est paki, qui signifie quoi? Tronc d'arbre aménagé pour pétrir la pâte de manioc. Hein? Donc c'est même spécifique en fait. En kibembe, on dit kipaki, pluriel, bipaki, c'est le pétrin, c'est-à-dire un objet, un outil qui sert à laminer le manioc. Hein? En Kituba, Kipaki, c'est le pétrin. En Kiyombe, Paki ou Kipaki, si vous voulez, c'est la planche. Parce que le pétrin, en fait, c'est une planche. Si on veut généraliser, ce sont des planches, en fait. Bon. Donc, on observe un phénomène curieux, c'est que, premièrement, évidemment, au sein des langues sémitiques, ce rapport n'est pas possible. Ce rapport n'existe pas. C'est-à-dire, si vous prenez ces mots tels qu'ils paraissent dans le lexique pharaonique et que vous cherchez des correspondants dans la langue sémitique, vous n'en trouverez pas. OK? C'est déjà une manière, en fait, pour nous de nous assurer de l'origine, finalement, de la langue que parlent les anciens Égyptiens. Parce qu'en réalité, si vous observez des homographes dans le système hiéroglyphique, ceux-ci doivent pouvoir avoir effet dans des homophonies, dans les langues parlées. Voyez. Donc, si c'est au sein des langues subsahariennes qu'on trouve de ces correspondances, ça veut dire que ce sont les langues subsahariennes, en fait, qui ont produit
le lexique pharaonique. Ça, c'est une règle de base. En fait, c'est une façon vraiment d'éliminer ce qu'on appelle le chamito sémitique et toutes ces choses qui parfois viennent embrouiller hein, quand on veut être clair sur certains points. Donc, déjà, nous avons le mot. Et la conséquence de ça, c'est quoi? La conséquence, c'est que puisque je sais que ce sont des homographes pour le thème du piège, donc automatiquement, cette structure phonétique-ci, pas qui, avec quelques mutations éventuelles, va nécessairement être le nom de ce fameux piège, automatiquement. C'est-à-dire, c'est une question de logique, j'espère que vous la comprenez. Je pars d'une observation simple. Nous avons dans le système hiéroglyphique ce qu'on appelle des homographes. Les homographes, ce sont des graphies qui partagent les mêmes signes, mais en un sens différent. Donc, je solutionne les homographes, ici présent notamment le nom du plateau et de la bûche, par les mots fournis notamment par le Kikongo et apparenté, parce que le Kibembe et le Kituba, ce sont des langues Congo de toute façon. OK? Bon. Ceci me permet, premièrement, de vérifier avec le copte. Je vois que c'est juste, je vois que le rapport est juste, parce que le copte dit pache. Hein, c'est ce cas-là, de kipaki, c'est ce cas que vous trouvez ici qui devient chi ou che en copte. C'est une règle de correspondance usuelle. L'hébreu utilise le même mot, il dit pak. L'arabe dit faki, parce que le P devient un F. Bon. Donc, c'est clair qu'il y a déjà quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Bon. Maintenant, je vous présente rapidement ce qu'on appelle donc un pétrin. Bon, sachez une chose, je ne l'ai peut-être pas dit, parce que vous devez savoir qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard dans les mots que nous prononçons et dans les éléments qui sont sollicités par nos ancêtres pour nous enseigner quelque chose. Sachez que ce que vous avez ici, en fait, quand on parle de laminage, de pétrin, sachez que c'est une aire de battage. Dès l'instant où, dans un discours construit, interviennent le traitement agricole, ici notamment, il s'agit d'un morceau de bois qui sert à laminer hein, le manioc, sachez que c'est l'équivalent de ce qu'on appelle une aire de battage, qui est toujours le départ conceptuel choisi par nos ancêtres pour expliquer la création, pour expliquer comment l'univers est devenu l'univers que nous connaissons. Parce que l'agriculture explique absolument tout cela. Donc, dans un traitement cosmogonique, vous devez toujours retrouver l'aire de battage parce que c'est la base, c'est ce qu'on appelle un paradigme. C'est vrai en Égypte antique, c'est vrai au sein des sociétés soudanaises, c'est vrai partout où il y reste des traces de ce que c'est que notre pensée symbolique. Nos ancêtres mettent toujours dans l'aire de battage le début, la création. C'est la raison pour laquelle vous avez ici les mots du pétrin qui sont homophones du thème du piège. Vous ne voyez peut-être pas encore, mais si vous savez qu'Osiris, en fait, c'est le grain, vous allez mieux comprendre ensuite. Okay? Donc, c'est cette raison, c'est pour cette raison. Ce n'est pas un hasard, je tiens quand même à le dire parce que vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on me parle de manioc ici? Pourquoi est-ce qu'on me parle de laminage alors que je suis en train de parler d'un piège? Donc, vous devez savoir que les mots ne sont jamais vains. Donc, quand vous avez des homographes, sachez qu'il y a une intelligence entre eux, toujours. C'est aussi un exercice qu'il faut savoir faire, même si dans un début, bon, ça peut nécessiter quelques connaissances supplémentaires, mais enfin, vous devez toujours savoir que les mots ne sont jamais vains. Donc, en fait, en réalité, le thème du laminage, le traitement ici, en l'occurrence du manioc, se rapporte à une aire de battage. C'est ce qu'on appelle une aire de battage en général, c'est-à-dire le traitement d'une production agricole. Ici, en l'occurrence, il s'agit de laminer, c'est-à-dire, évidemment, c'est un thème qui s'apparente au fait de battre le grain, des piquages, etc. Enfin, ce sont des choses qu'on a déjà vues par ailleurs. Donc voilà, je tenais quand même à le dire parce que c'est important. Donc ici, vous avez des outils utilisés au Congo pour le laminage de la pâte de manioc. C'est ce qu'on appelle le kipaki, pétrin à fond lisse, morceau de bois poli utilisé dans le laminage. C'est ce fameux tronc, cette bûche que les Égyptiens appellent qui est un homographe pour le thème du piège. Mais c'est Kipaki, c'est son nom, c'est ce que je suis en train de dire pour être clair. Ici, vous avez également un pétrin à fond ciselé. Okay? Mais tout ceci, j'insiste encore une fois, ce sont des éléments qui affectent ce que nous appelons l'aire de battage. Bon. Naturellement, une fois qu'on a solutionné les homographes, ça devient évident. On va seulement chercher dans les langues africaines une structure phonétique identique qui permet de solutionner le nom du piège. Et en l'occurrence, ici, je me limiterai au bambara parce que c'est plus évident. Sachez que cette graphie ici, qui désigne la trappe, le piège en égyptien pharaonique, qui est translittéré quelque chose comme PK, c'est du bambara en fait. C'est Pégé en bambara. Pégé qui signifie piège, ruse. On dira par exemple Kapégé Dadola, c'est-à-dire tendre un piège à quelqu'un. Okay. Ceux qui parlent ici le bambara, naturellement, vont être surpris, mais en fait, c'est vrai, c'est du bambara. D'accord?
Pourquoi pour moi c'était important? Parce que l'un des objectifs en fait de la démarche méthodologique qui est la nôtre, c'est de réactualiser les corpus qui paraissent comme ça perdus, mais qui en fait sont encore effectifs. Donc cette graphie-ci, bon, je le dis aussi pour ceux qui ont quelques connaissances des hiéroglyphes égyptiens, parce que si vous avez la structure phonétique, si vous connaissez les valeurs phonétiques des signes qui paraissent dans cette graphie, vous saurez que c'est ça, c'est Pégé, ça se lit Pégé, qui devient donc Pak et Faki, hein, ce ne sont que les mutations phonétiques ensuite, ou Fash même, hein, ce ne sont que les mutations phonétiques ensuite, mais en Bambara, le mot existe, Bambara malinké évidemment, on dit Pégé pour signifier piège, ruse, Kapegeda Dola, tendre un piège à quelqu'un. Donc, c'est ce que fait Seth dans ce contexte. C'est ce que fait, c'est ce mot qui intervient pour signifier en fait le piège que Seth tend à Osiris. Bon. Je vais maintenant solliciter les corpus soudanais pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on appelle le piège? Et introduit notamment par le mot Bambara Pégé, vous allez comprendre. Okay? Ici, je vais lire un texte qui raconte l'intronisation chez les Dogons. Comment est-ce qu'on choisit le Ogon, c'est-à-dire le chef suprême des Dogons? OK? Ensuite, je vais faire les commentaires. Mais je vais d'abord lire le texte. Alors que tous les représentants mâles, donc nous sommes ici au Soudan occidental, d'accord? Au Mali, chez les Dogons, d'accord? Et vous allez voir la relation avec ce que les anciens Égyptiens disent, ce qui va aussi permettre de comprendre qu'en réalité, quand nous parlons des Dogons, des Malinké, des Bambara, en fait, nous parlons des anciens Égyptiens. Ce sont des héritiers dans la langue et dans les pratiques, dans les traditions, en fait. OK? Bon. Alors que tous les représentants mâles du clan des Harous sont présents, donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Là, je suis en train d'introduire comment on choisit le roi chez les Dogons. OK? Alors que tous les représentants mâles du clan des Harous, les Harous, c'est le clan duquel viennent toujours les Ogons. OK? Bon, il y a toute une histoire en arrière, je ne vais pas aller dans ce détail, mais c'est un des clans d'Ogons. C'est le clan qui donne toujours, c'est le clan duquel sortent toujours les Ogons, c'est-à-dire les chefs suprêmes. OK? Bon. Alors que tous les représentants mâles du clan des Harous sont présents, le nouvel Ogon est désigné par surprise. Un des responsables du culte du Binou, qui est un culte très important chez les Dogons, lui touche l'épaule gauche avec une branche de polo. Plus tard, si je m'en souviens, je vais vous expliquer ce que c'est que ce polo, mais ce n'est pas vraiment le sujet, mais je pourrais y revenir si je m'en souviens. Donc, un des responsables du culte du Binou lui touche l'épaule gauche, avec une branche de polo, sorte de cactus sauvage. Cette séquence rituelle s'appelle Ogopagu. Cette séquence rituelle s'appelle Ogopagu, terme que l'on peut traduire littéralement par le Ogon attrapé. Je reprends. Alors que tous les représentants mâles du clan des Harous sont présents, le nouvel Ogon est désigné par surprise. Un des responsables du culte du Binou lui touche l'épaule gauche avec une branche de polo, sorte de cactus sauvage. Cette séquence rituelle s'appelle Ogopagu, terme que l'on peut traduire littéralement par le Ogon attrapé. Une fois choisi, le nouveau roi sera déshabillé puis revêtu d'un pagne blanc confectionné par trois bandes de coton. Ses poignets sont liés autour de la tige de polo. Il est ainsi conduit dans la cour de sa future demeure dont il fera 3 fois le tour. À cette occasion, le prêtre responsable de la grotte de Kundu Sese déclame un certain nombre de bénédictions à l'attention de Amma et des descendants de Harou. Bon, je vais quand même faire un petit commentaire ici. Premièrement, vous devez savoir que, ensuite je vais l'expliquer parce que ça va paraître plus clair ensuite. Le terme Pagou que les Dogons utilisent là pour signifier l'arrestation du roi, c'est le même mot chez les Bambara pour signifier le piège, la ruse. C'est Pégé. Même si vous n'en êtes pas encore tout à fait convaincu, vous le serez ensuite. Mais je le dis déjà pour que vous compreniez ce qui se passe. Pourquoi on organise un banquet et banquet au cours duquel on va piéger Osiris. Parce que vous devez savoir que ce que les ancêtres sont en train de mettre dans ce récit-là, c'est l'intronisation d'un roi. OK? Parce que vous devez comprendre que l'intronisation suppose toujours la mort rituelle du roi qui va être intronisé. Il doit mourir parce qu'il renaît. Il n'est plus tout à fait lui-même après. Parce que ça, c'est rituelique, vous allez comprendre. Mais je dois quand même vous l'expliquer parce que je sais que peut-être pour certains, ils ne vont pas tout à fait comprendre ici ce que je suis en train de dire. Le polo, puisque j'en parle, pour ne pas oublier ensuite, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Le polo, c'est une plante. En français, je crois que c'est une plante qui porte le nom de sansevieria.
En langue française, ça s'appelle, c'est une sorte de cactus. Bon, c'est pas tout à fait le sansevieria, mais ça ressemble à ça. Hein. Au moins, vous allez avoir une orientation, vous allez comprendre. Mais ce qui est important, c'est ce que ça veut dire. Polo, les Dogons font une association entre polo et po. Po qui est le nom du fonio et qui a la même racine que polo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le polo que les Dogons utilisent correspond au Bambara follow, qui signifie premier, en premier. Bon, je le dirais quand même pour ceux peut-être qui sont avec nous en cours, qui comprendront peut-être mieux. Quand je parle, par exemple, quand je dis par exemple Munum follow pour dire le tournement primordial, je le dis surtout à ceux qui sont au module 4 parce qu'ils vont comprendre, peut-être les autres ne vont pas tout à fait comprendre, mais c'est pour être assez plutôt complet parce que j'aimerais quand même que vous puissiez comprendre, tout en sachant que vous n'allez pas tout comprendre, je le sais, mais au moins vous allez entendre. Bon. Donc, ça veut dire primordial. Mais vous devez savoir que ce mot-là, chez les Bambara Malinké, en Malinké, Bambara d'ailleurs, follow signifie aussi la mue, c'est-à-dire la transformation. Et c'est aussi un thème qui se rapporte au sexe viril, au sexe de l'homme. On peut l'appeler foro, follow ou fodo, dépendamment du malinké ou du bambara qu'on parle, à ce qu'on appelle des mutations phonétiques. C'est le membre viril. Ce que je veux dire ici clairement, c'est la raison pour laquelle on utilise cet objet pour frapper l'épaule gauche, qui est l'épaule, le côté consacré au féminin. Et le polo, cette plante symbolise la respiration. Symbolise la respiration, symbolise la transformation. Enfin, il y a plusieurs choses que je peux dire ensuite, mais enfin, ça, c'est pour vous expliquer, en fait, en survolant, je le reconnais également, ce qui est en train de se passer quand on choisit le roi de cette façon. Hein, parce qu'on peut remplacer objectivement ce polo par la croix en C. Ça aurait exactement le même rôle. Parce que le polo, c'est un objet symbolique qui symbolise la respiration. Quand on entend respiration, bien sûr, on entend vie. Donc, dès qu'on entend vie, respiration, et naturellement, ce sont des éléments qui se rapportent à ce qu'on appelle plus généralement la croix Ankh, si vous voulez. C'est comme ça que les Égyptiens vont le représenter de toute façon. Mais l'objet effectif que les Dogons utilisent, c'est une plante qu'ils appellent polo. Et en français, on peut traduire par sansevieria, ça ressemble à ça. Mais enfin, c'est de cela qu'il s'agit, qui a des caractéristiques spécifiques, et dont notamment le nom qu'il porte. Voilà. C'est également une plante qui rentre dans la médication, etc. Bon, Ogopago signifie le Ogon attrapé. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi Osiris connaît ce sort. Hein. Là, c'est la première chose. Ensuite, il y a plusieurs choses qui viennent, mais je vais y revenir ensuite. Donc, sa mort, en qualité. Là, je parle du Ogon, okay, qui vient d'être attrapé et attaché. On vient de l'attraper, on vient de l'attacher. Okay? Sa mort en qualité de commun des mortels est célébrée publiquement. Donc, on va faire les funérailles de ce personnage qui va devenir le roi. Okay? Sa mort en qualité de commun des mortels est célébrée publiquement. Cet événement est marqué par le sacrifice d'un mouton. Écoutez bien ce que je dis, c'est important. Cet événement est marqué par le sacrifice d'un mouton sur un monticule rocheux appelé Kumo-ama, c'est-à-dire la tête d'âme. Sachez que, même si vous ne savez pas, c'est un rituel égyptien parce que Hérodote parle de ça. Hein? Il dit que quand on coupe la tête du bélier, on présente la tête du bélier, c'est-à-dire on porte le roi, le futur roi porte devant soi la tête du bélier. Même chez les Bassa au Cameroun, ça se fait. C'est-à-dire quand on coupe la tête de l'animal, quand c'est une intronisation, notamment chez les Mbambok, qui sont les responsables des sociétés initiatiques, on porte la tête du bélier. Ok, c'est important. Bon. Et Hérodote en parle aussi lorsqu'il parle du sacrifice du bélier en Égypte. Ça, c'est pour la référence. Bon. Donc, sa mort en qualité de commun des mortels est célébrée publiquement. Cet événement est marqué par le sacrifice d'un mouton sur un monticule rocheux appelé Kumo Ama, la tête d'Ama. Ama qui, bien sûr, est Amon. Même si je ne l'ai pas dit, vous devez savoir que c'est cette divinité qu'on appelle Amon en égyptologie. Ces rituels funéraires appelés Yede Yumuyona, littéralement les funérailles du mort vivant, relèvent tant du registre du rituel que du registre du ludique et de l'illusion. Les participants, hommes, femmes et membres de la famille, jouent à célébrer les funérailles dans le plus grand respect des règles liées au rite funéraire, bien que la situation relève de l'ordre du fictif ou du jeu. C'est un texte des épisodes racontés par une auteure française qui s'appelle Nadine Wanono Gauthier, dans un texte qu'elle a publié, le Ogon d'Arou, chef sacré, chef sacrifié. Je n'aurais pas tout à fait utilisé le même vocabulaire qu'elle utilise parce que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas ludique au sens où on pourrait imaginer qu'ils sont en train de jouer, de faire semblant. Non. Vous devez savoir que ce n'est qu'une question de perspective et de compréhension de ce qui est en train de se passer.
Mais bon, elle le dit de cette façon parce que, évidemment, elle comprend la chose de cette façon. Je peux comprendre pourquoi elle utilise ce vocabulaire parce que, du point de vue d'une Française, elle peut croire qu'ils sont en train de jouer, de mimer la mort de quelqu'un qui n'est pas tout à fait mort parce qu'elle continue de le voir. Mais dans les faits, dans les sociétés soudanaises, c'est clair que si on fait le rite funéraire de quelqu'un, il n'existe plus. Il est mort. Même si, par ailleurs, on va voir le même individu avec les mêmes, mais il ne va plus porter le même nom. Ce sera plus le même individu, il n'aura plus le même statut dans la société. Donc, il est mort. Hein, vous devez vraiment le savoir. Mais bon, parce que la mort, c'est un peu cela aussi, d'une certaine façon. Mais bon, donc, je présente les choses de cette façon parce que vous devez savoir ce qu'on appelle le banquet. Et le terme Ogo-Pagou, je ne l'ai même pas dit, parce que vous devez savoir c'est qui Ogo. Parce que dans les langues d'Ogon, Ogo ou Ogon signifie à la fois le chef suprême, le roi, mais c'est aussi le nom du renard pâle, de Yurugu, le renard pâle, c'est-à-dire 7. Donc, quand on dit Ogo Pagou, pour dire le Ogon attrapé, en fait, on peut traduire par le piège, le piège de Ogo. Hein? En fait, c'est ce que Plutarque traduit dans le texte qu'il rapporte. Parce que il faut que ce soit bien clair. Quand je dis Ogo Pagou, vous devez savoir c'est qui Ogo. Ogo, c'est 7 dans l'univers traditionnel des Dogons. Il devient Pemba. Hein, Pemba chez les Bambara Malinké, c'est le même personnage. Mais les Dogons l'appellent Ogo, c'est le renard pâle. Donc quand je dis Ogo Pagou, qu'on traduit en français par le Ogon attrapé, mais vous devez savoir que c'est le même mot que les Dogons utilisent pour signifier le chef suprême et pour désigner le renard pâle. D'accord? Donc c'est le piège de 7, c'est exactement ça. Dans la compréhension même dans la traduction littérale du terme, si j'ai dit Ogo Pagou, c'est le piège d'Ogo. Et voilà pourquoi on installe donc Osiris dans ce contexte pour en faire le héros culturel qui va devenir celui que vous connaissez. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on parle du piège de 7, c'est ça, c'est l'intronisation. C'est qu'on attrape quelqu'un pour en faire un roi. OK? Bon, il faut que ce soit clair. Donc, une fois que j'ai dit ça, donc Ogo Pagou, on traduit par l'arrestation du Ogon, mais le Ogon là, le Ogo, c'est Pemba. Pourquoi? Parce que vous devez savoir le rôle de Ogo ou de Pemba, c'est-à-dire de 7. Parce que souvent diabolisé, et à juste titre, mais vous devez savoir que c'est lui comment dire, je peux dire le créateur, objectivement parlant, puisqu'il incarne Potolo, hein, l'étoile du Fonio, le satellite de Sirius. C'est Ogo, c'est lui, c'est Pemba. Hein, même si, bon, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je dis tout à fait, mais je le dis quand même, parce que pour être complet. Donc, chez les Dogons, on va dire Ogo Pagou, l'arrestation du Ogon. Les Bambara disent Pégué. C'est ce mot qui devient Pégué. Ou Pégué Pagou, c'est le même mot, j'espère au moins que vous l'entendez. Hein. C'est le même mot pour dire piège, ruse. Donc, chez les Bambara, ça signifie ruse, piège. Chez les Dogons, ça veut dire arrêter. Mais pas tout à fait, parce qu'en réalité, maintenant, je vais aller dans la langue Dogon, parce qu'ici, j'ai pris le texte de cet auteur qui s'appelle, je vais vous montrer ça, qui s'appelle Nadine Wanono Gauthier. C'est elle qui écrit Pagou. Elle écrit comme ça. Elle écrit Ogo Pagou. Mais quand on va dans les langues Dogon, en fait, le mot c'est Pégué. C'est le même mot que chez les Bambara. Sauf qu'il y a des variantes phonétiques au sein même des langues Dogon. Donc, j'ai voulu sortir le vrai mot tel qu'il est prononcé par les Dogon, notamment en Toroso, Dogon, d'accord? On dit Pégué. Quel traduit par arrestation, mais c'est un mot polysémique et je vais donner tous les sens, vous allez bien comprendre. Quand je dis Pégué, en Torocho, chez les Dogons, qui devient Pagou pour dire l'arrestation, ça signifie quoi? Ça signifie clouer, ficher, planter, attaché à un pieu, fiché en terre. On dit Pégou, planté, piquet planté au sol, hôtel de fondation d'un village ou d'un groupe d'agglomération. L'hôtel Pégou était anciennement un crochet de fer enfoncé dans le crâne d'un individu sacrifié pour la fondation d'un village. Actuellement, la fondation du Pégou a pour base le sacrifice volontaire d'un vivant qui accepte que le Pégou, c'est-à-dire les clous là, le crochet en clous, soit planté symboliquement sur sa tête. OK? Ce que vous devez comprendre ici, c'est que, évidemment, l'intronisation ne s'émancipe pas de la notion de sacrifice. Parce que le roi, si c'est redouté, même pour le commun des mortels, parce que être roi, ce n'est pas nécessairement un cadeau qu'on vous fait, tout au moins dans les perspectives subsahariennes, vous devez le savoir. Cela s'accompagne évidemment de la notion de la question du sacrifice. Voilà pourquoi ça entre ici, parce que le roi, qu'est-ce qu'il représente? Le roi représente le héros culturel. Voilà pourquoi c'est Ogo qui fait le piège. Le héros culturel, c'est Osiris.
qui représente la plus petite des choses, c'est-à-dire l'atome, si je dois parler littéralement pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire le grain, qui va exploser pour produire en fait des institutions de la société. Parce que euh, l'explosion ou le sacrifice d'Osiris est ce qu'on appelle un Big Bang sociogonique. C'est la mort d'Osiris et les membres, les morceaux de son corps qui font naître les institutions. Donc, il doit mourir. D'accord? Et le roi représente ça. Le roi représente le héros culturel. Voilà pourquoi il doit mourir. Tout au moins, il y a le phénomène du sacrifice au moment de l'intronisation. Okay? C'est une contrainte parce que la langue dit ça. Donc, voilà pourquoi, évidemment, la compréhension aussi de l'acte d'intronisation s'accompagne également de ces mêmes catégories de compréhension. Ce n'est pas par hasard qu'on fait ça. Hein, c'est ce que je suis en train de dire ici. Donc, pour être bien clair, Osiris représente le héros culturel et Seth, c'est l'agent qui va tuer le héros culturel. Voilà pourquoi c'est lui qui fait le piège. Mais le héros culturel, c'est le roi. C'est-à-dire que quand on intronise un roi, voilà pourquoi il est le représentant, c'est-à-dire le vicaire de Dieu sur terre. Parce que quand on intronise un roi, il représente le héros culturel, il représente cette graine des origines qui a explosé, qui va produire la société. Voilà pourquoi il est le roi. D'accord? J'espère que c'est clair. C'est la raison pour laquelle ce discours-ci, j'ai voulu faire cette comparaison pour que je sais qu'en termes de référence, c'est quelque chose qui va mieux vous parler. C'est pour ça que ce discours-ci produit cette image-ci que vous connaissez, avec les clous, ce personnage qui va être crucifié, qui récemment va donc prendre le nom de Jésus, sachant que c'est Osiris, ça je l'ai souvent appelé à plusieurs occasions, et que cette scène-ci, en fait, correspond à ce que les Dogons appellent Ogopago, c'est-à-dire l'arrestation, parce que même ce personnage dans le récit biblique va être arrêté, martyrisé. Tout ce qui est joué là à ce moment, c'est la description du grain, c'est l'ère de bataille évidemment, mais plus exactement aussi, c'est une intronisation. Donc il devient roi, et il occupe donc cette position, parce que le roi est exactement dans la description de ce qu'on appelle un héros culturel. D'accord? C'est la raison pour laquelle souvent, dans certaines traditions, encore même récemment, il y a ce qu'on appelle le régicide. Quand le roi n'est plus capable d'assumer ses fonctions, il est assassiné. Ça, c'est connu. Ce sont des phénomènes qui ont été discutés, débattus par des ethnologues. C'est des choses que vous pouvez retrouver assez aisément dans la littérature. Mais vous devez comprendre ce qui se passe ici. Et pourquoi, évidemment, le phénomène des clous intervient ici. Ça, ce n'est qu'un aspect, je vous assure, je ne fais que survoler le fait. Mais j'ai voulu faire cette comparaison pour qu'au moins vous ayez un schéma général, parce que je n'étais même pas obligé de le faire si j'avais l'assurance que vous êtes capable de comprendre sans que parce que je n'aime pas le mélange des genres. Ça, c'est un fait. Je n'aime pas mélanger les choses parce que j'estime qu'à un moment donné, il faut quand même savoir préserver ce qui, de mon point de vue, est pur de ce qui ne l'est pas tout à fait. Mais comme nous venons tous d'un monde dans lequel il y a eu voilà, une histoire récente, pour que vous puissiez au moins comprendre, sans que je n'aille dans le détail, parce que sinon j'aurais parlé beaucoup, je serais allé dans trop de détails, ça aurait été peut-être long. Et non, je vais faire court, donc voilà pourquoi je fais cette comparaison, pour que vous ayez au moins la perspective de ce que c'est. C'est ce qu'on appelle une intronisation, c'est ça, ok? Le traitement, pour être clair, c'est ça. Le vocabulaire qui est mobilisé dans ce contexte produit ce type d'image-ci. Ce n'est pas la seule, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais en gros, si vous comprenez déjà, ça, c'est bien. Donc, Ogopago, c'est le piège de Seth qui va être repris dans le discours créationniste des chrétiens, parce que vous devez savoir que c'est un discours créationniste. Ce personnage qu'on appelle Jésus est ce qu'on appelle un héros culturel. Voilà pourquoi il connaît ce sort. Mais c'est déjà inscrit dans la description du sort réservé à Osiris. Voilà, c'est cela. Bon, donc, à la suite de cela, évidemment, l'exercice ne s'arrête pas, puisque en égyptien pharaonique, le nom de la trappe et du piège est aussi l'homographe du verbe fendre, diviser. Okay? C'est ce que vous observez ici. En haut, vous avez le mot qui nous intéresse. On sait déjà que c'est pégé. On sait déjà que c'est pégé en bambara, et pégé, pagou, etc. On le sait. Mais il se trouve qu'en égyptien pharaonique, le même mot, si ce n'est des homographes, on prenne le sens de fendre ou diviser. Donc, ce qui nous interpelle, évidemment, et cela se comprend bien aisément, même au niveau de la langue que nous parlons. Parce que ce mot qui signifie fendre, diviser en égyptien pharaonique, correspond au copte poc. Écoutez bien ce que je dis, hein, je prononce des mots importants. Poc, qui signifie fendre, partager, déchirer. Pak, qui signifie fragment, morceau. Bambara, pégé, piège, ruse. Donc, déjà, la structure phonétique est respectée. Mais en torosso, pégé signifie clouer, on l'a vu. Et en Djamse, qui est une variante des parlers dogon, on dit pégéré pour signifier clouer. Et c'est ce mot qui va signifier moitié, divisé par. Toujours dans les langues dogon. Hein. Ici, je ne fais que
parler des langues Dogon, en fait, parce que ça permet de rester dans un corpus que vous allez pouvoir comprendre. En membre, on dit pekere, moitié. Nyanoso pejere, moitié. Beni pesere, moitié. Toroso pesere, moitié. C'est ce mot qui signifie fendre, diviser. Hein, c'est la structure phonétique, là. C'est ça que les égyptologues traduisent par fendre, diviser. Parce qu'on comprend que la moitié suppose cela. Et en poulard, fesere, pluriel PC, pour signifier moitié et demi. Et Geneviève Calame-Griol, qui a produit en 1969 un dictionnaire Dogon français, dit que les Dogons empruntent le mot Pekere, Pesere aux Peuls, parce qu'ils sont voisins des Peuls. Donc, en fait, l'origine probable de ce mot, c'est le poulard Fesere, pluriel PC, qui signifie moitié et demi. OK? Bon. Ce qui permet de comprendre que le Bambara Pégé est lié au poulard Fesere, PC, etc. Bref, on comprend que ce n'est qu'une question de mutation phonétique et que nous sommes dans la prononciation d'un seul et même mot depuis le départ, ce qui est quand même intéressant. Bon. Naturellement, à la suite de cela, la chose devient encore plus claire. Quand on étend les correspondances à d'autres langues subsahariennes, par exemple en Jévové, parce que vous devez savoir, peut-être que je ne l'ai pas dit, que le PC que vous trouvez ici, pour signifier moitié, demi, au sein des langues bantoues, signifie couper et diviser, etc. Hein, en Jévové, on va dire pasaka, fendre, séparer. En Koyo, il passa. Le i, c'est un profil de classe. Le mot, c'est passa, pour signifier déchirer, opérer, couper. Nzebi, pazaga, pour signifier se fendre, se couper. Nzebi, passa, division, séparation, fendre. C'est ce que fait Seth lorsqu'il démembre les morceaux du corps d'Osiris, lorsqu'il démembre le corps d'Osiris. Sachez que tout ce que je dis là est dans la description du sort d'Osiris, même si je ne le dis pas à chaque fois. Sachez que c'est un corpus sociogonique. Voilà pourquoi c'est Seth qui va démembrer Osiris, après l'avoir martyrisé, mis dans le coffre, etc. Okay? Bon. En moré, on dit pasgue, pasgue qui signifie fendre, couper, sélectionner, sectionner, traverser, franchir. Kikongo, paka, hein, c'est encore le même mot, c'est un homophone de paki. On dit kipaki, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le pétrin. On dit paka pour signifier couper en morceaux, dépecer, mettre en pièces, asséner un coup de poing. En baka, paki, séparation, entre, milieu. Douma, pazaga ou passa, fendre. Gaze, fashka, couper, casser avec un marteau, fendre avec une hache, tailler, etc. On dit tafashka. C'est la forme passive de fashka. En gaze, langue d'Éthiopie. Et c'est ce mot que les Amazighs, c'est-à-dire les Berbères, récupèrent pour en faire tafaska, qu'ils traduisent par Pâques en français. C'est-à-dire, on va dire par exemple, tafaska tamegats, joyeuse Pâques. Et au Soudan, on va dire tabaski, c'est le même mot. Hein, parce que du point de vue de l'étymologie même, les Soudanais musulmans disent que tabaski vient du berbère tafaska. Mais on comprend que, en fait, quand je dis déjà pasga, d'ailleurs, même dans certaines langues du Congo, pour dire la Pâque, on dit pasaka. Je tiens quand même à vous le dire, parce qu'on prétend que c'est un mot qui vient de l'hébreu pécha. Mais le pécha est déjà dans la description du mot que je rappelle ici, poulard, péché, moitié, divisé. Et ces mots-là, fragments, ce sont les mots de la Pâque. Bon, ça c'est pour faire une référence, peut-être qu'il va vous parler, vous allez savoir de quoi je parle, mais quand je parle de la Tabaski, c'est la fête du mouton. Pourquoi la fête du mouton? Le sacrifice du mouton. Ce sacrifice, c'est le mouton que les Dogons sacrifient lors de l'intronisation du roi, vous devez le savoir. Mais ce n'est pas que ça ne concerne pas seulement le temps de l'intronisation, parce que c'est un principe du renouvellement, parce que l'intronisation d'un nouveau roi correspond à l'ouverture d'une nouvelle ère. Ça, peut-être que je ne l'ai pas dit, vous devez le savoir. Chaque fois qu'un nouveau roi arrive sur le trône, on suppose que c'est une nouvelle ère. On commence à compter le temps d'après les événements qui concernent le règne de ce roi. C'est comme ça que ça se faisait à Kama, c'est comme ça que ça se fait dans les sociétés subsahariennes. D'accord? Un roi qui monte sur le trône, c'est une nouvelle ère qui commence. Donc, c'est un héros culturel. Voilà pourquoi il y a toujours le phénomène du sacrifice. Parce que on a en perspective les données cosmogoniques qui nous disent qu'à l'origine des temps, eh bien, ce qu'on appelle Atum, si vous voulez, a explosé en hypostase et a produit la création. Donc, on limite, c'est toujours un schéma récurrent qui revient à chaque occasion, en fait. OK? Bon. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez aussi ici le phénomène du sacrifice. Donc, le sacrifice du mouton que font les musulmans, ça procède de cela. Donc, ce n'est pas musulman au sens littéral du terme où on peut croire que c'est l'islam qui aurait comme ça réfléchi. Et non, ils n'ont pas inventé, c'est un emprunt culturel. Et les mots pour le dire existent au sein non seulement des caractères sacrés égyptiens, mais évidemment des langues subsahariennes. Parce que, par exemple, quand je dis amoré, pasgué, fendre, couper,
c'est très loin de l'idée qu'un musulman peut se faire de la Pâque, enfin d'un chrétien de la Pâque, parce que la Pâque des chrétiens, c'est la tabaski des musulmans. Vous allez le comprendre mieux parce que c'est l'Égypte antique qui explique les deux phénomènes. On vous dit d'un côté que la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Quand on est chrétien, la tabaski, c'est le sacrifice du mouton, le pseudo-sacrifice d'Isaac, en fait. Il aurait dû tuer son fils, il va tuer le mouton, etc. Comme ça qu'on justifie les choses. Donc, ça paraît comme ça distant. Donc, a priori, ceux qui sont musulmans ne voient pas le rapport avec la résurrection. Et de l'autre côté, ceux qui sont chrétiens ne voient pas le rapport avec le sacrifice du mouton. Donc, on en fait comme ça deux religions qui peuvent même en arriver aux mains, parce que souvent, c'est des violences qu'on observe dans les sociétés, où on ne comprend pas réellement qu'au fond, au fond du fond, en fait, c'est la même tradition qui a été manipulée. Et puis... Mais les langues africaines sont là quand même pour restaurer la vérité et réhabiliter le corpus initial qui donne naissance à toutes ces pratiques-là. C'est quand même le but. Parce qu'il faut quand même savoir vivre dans une société équilibrée et apaisée et savoir qu'il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'exception dans le sens où ce que nous faisons, nous le tenons toujours de ceux qui étaient là avant nous. Mais il faut savoir restituer il faut savoir restituer de qui nous parlons lorsque nous parlons de ceux qui étaient avant nous. C'est quand nous comprenons que ce sont des kémites qu'on comprend qu'on ne peut pas se trucider sur des questions aussi récentes. Pour le bénéfice d'ailleurs de certaines sociétés, civilisations qui ne sont pas nécessairement, qui ne se sont pas distinguées pour notre bien-être. Donc il faut quand même savoir ça, même si ayant dit ceci, c'est encore une chose que maintenant de le comprendre, parce que je sais que souvent on a quelques difficultés de ce point de vue-là. Bon, donc, voici au moins pour ce qui concerne le vocabulaire. Pourquoi j'en arrive à ceci? C'est simplement pour vous expliquer en fait quelle est la pratique en fait qui naît du sacrifice d'Osiris. Quelles sont les pratiques? D'un côté, c'est la Pâque, de l'autre, c'est la tabaski, c'est la même chose. Sachez que c'est même le même mot, parce qu'en fait, chez les Berbères, tafaska, c'est la Pâque, et c'est ce mot qui devient tabaski. Mais les Berbères, quand ils disent tabaska, ils pensent à la Pâque des chrétiens, ils ne pensent pas à la tabaski. Donc ça montre bien déjà que, en fait, c'est la même fête qui a été simplement amenée un peu différemment, dépendamment des aires culturelles et des perspectives des uns et des autres. Mais les mots au niveau des langues subsahariennes sont là quand même pour rappeler les origines. Soit d'autant plus que quand je dis passi, par exemple à Kikongo, je parle ici de la souffrance, de l'affliction. C'est ce mot qui va devenir passio en latin pour donner passion en français. Quand on parle de la passion d'Osiris, c'est de cela que nous parlons, en fait. Donc je le dis aussi dans un but de restaurer quand même les faits et la vérité sur ces faits. Voilà, je vais quand même ici faire une pause, simplement faire une note. Si vous suivez et comprenez ce que je dis, parce que j'ai beaucoup parlé sans la certitude d'être compris jusqu'ici, priez simplement m'indiquer si vous arrivez à suivre ce que je dis, si c'est clair ce que je dis, s'il vous plaît. Merci. OK, ben, merci à ceux qui ont pu répondre. Au moins, ça me permet de, de m'assurer que j'espère que vous parlez pour tout le monde, que c'est clair pour tout le monde. Donc, en fait, c'est ça. Voilà la réalité pour ce qui concerne le vocabulaire. Vous voyez que ce sont des mots qui procèdent du thème du piège, avec des mutations phonétiques, tout ce qu'on veut, mais en clair, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Bon. Maintenant, naturellement, vous savez qu'Osiris a été, son corps a été démembré en 14 morceaux. Ça, c'est une histoire que vous connaissez. Et vous devez savoir que ces 14 morceaux, évidemment, concernent les phases de la Lune. Il y a 14 phases ascendantes et 14 phases descendantes. Donc, en gros, ça fait 28 phases. C'est la raison pour laquelle, plus tard, que vous dit que Osiris est mort à 28 ans. Donc, je reprends ceci, parce que vous devez quand même comprendre ce qui se passe. Quand on vous dit qu'Osiris a été démembré en 14 morceaux, ce sont les phases de la Lune. C'est ce que les chrétiens reprennent lorsqu'ils disent les stations du Christ, quand il va être martyrisé. C'est de ça qu'on parle. Il y a 14. Enfin, pour ceux qui sont chrétiens, je pense qu'ils le savent. Ceux qui ne le sont pas, ben, je le dis pour information simplement. C'est de ça qu'ils parlent. C'est les phases de la Lune, parce que la Lune paraît comme coupée, découpée. C'est les morceaux qui sont en train d'être arrachés par Seth, au go. Bon. Sauf qu'il y a des phases ascendantes et des phases descendantes. Ça, je pense que vous le savez aussi, sinon je vous le dis. Donc, en fait, il y a 28 phases. Et sachez que c'est le cycle menstruel chez la femme aussi. Il y a des conséquences que je ne vais pas aborder ici, mais c'est lié. Ce n'est pas un hasard. Je pense que ce n'est pas compliqué à le comprendre. Bon, mais ce n'est pas un aspect que j'aborderai aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle Plutarque dit, parce qu'il hésite, Plutarque, dans son texte, dit que
On dit qu'Osiris a vécu 28 ans, que ça s'est passé à sa 28e année, mais que d'autres personnes disent au contraire que son règne a duré 28 ans. Mais c'est toujours la même chose. C'est pour insister sur le chiffre 28. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Et à cette occasion, on ouvrira votre micro. Que symbolise le chiffre 28? J'en ai souvent parlé. Ici, je m'adresse aussi aux étudiants de l'école des scribes, car ils sont censés le savoir. Pourquoi Plutarque parle de 28 et quelle est l'importance de ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'évitera, moi, de devoir l'expliquer encore parce que je pense que vous le savez. Donc, prière simplement de lever la main si vous souhaitez prendre la parole et on va vous ouvrir le micro. Merci. Oui, bonjour, vous m'entendez tous? Oui, tout à fait, Jackson. Oui, le chiffre 28, ça nous exprime le chiffre 1 parce que quand on fait 2 plus 8, ça donne 10. 1 plus 0 est égal à 1. Le chiffre 1, et puis je pense que dans les langues bantoues, ça se dit Bako, c'est comme un homophone de Paki, Baka, tout ça, là, c'est le chiffre 1. Parfait, merci Jackson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite compléter ce que vient de dire Jackson, s'il vous plaît? Tu as la parole, hein, Christine, le micro est déjà ouvert. On ne t'entend pas en tout cas. Vous m'entendez? Oui, cette fois oui. Bon. Non, c'est pour dire que quand même le chiffre 28, moi, ça me fait penser toujours à l'œuf, le ventre des signes du monde, parce qu'on avait vu que l'œuf était coupé en quatre et qu'il y avait des paires de jumeaux. Donc, il y avait la valeur 4, c'était pour la partie masculine, 3 féminine. Et quand on additionnait, ça faisait 4 et 3, 7. 4 fois 7, 28. Donc, c'était le contenu de l'œuf. Et donc, comme dit Jackson, effectivement, ça fait l'unité puisque 8 et 2, 10. 10 et 1 plus 0, ça fait 1. Et au milieu, il y avait comment ça s'appelle, au milieu de l'œuf, il y avait le nomo, c'est ça? Donc, ça fait référence à ça. Et il me semble aussi que ça fait référence à l'infini. Donc, voilà. C'est parfait. Merci, merci Christine. En fait, je vais juste corriger un petit aspect. Tu as raison, hein, sauf que le 4, c'est le féminin, le 3, c'est le masculin. C'est juste l'inverse. Mais bon, je sais que tu le sais, c'est juste que je voulais juste le rappeler pour peut-être ceux qui ne savent pas, c'est que le 4, c'est le chiffre de la féminité, 3, c'est le chiffre de la masculinité, et 4, 3 plus 4, ça fait 7, 7 c'est le chiffre de la personne, effectivement. 28 est dans l'extension de 7. Bon, elle a bien expliqué, je ne vais pas y revenir nécessairement. Non, c'est ce que vous avez ici. Effectivement, l'œuf du monde, le ventre des signes d'Amma, est aussi dans la description de ceci. Parce qu'en fait, 28, c'est le chiffre de l'essence divine, c'est le chiffre de l'âme. L'âme. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on disait que le taureau Apis ne dépassait pas 28 ans. Lorsqu'il atteignait 28 ans, il mourait de mort brutale. On le sacrifiait parce qu'il ne doit pas dépasser 28 ans. C'est le temps, c'est le temps d'une ère, le temps d'un cycle, parce que la Lune nous impose cela. Parce que si la Lune connaît ce cycle, ça veut dire que l'univers a une information fondamentale qu'elle nous transmet. Si la femme connaît ce cycle, c'est que l'univers a une information. Ça veut dire que c'est la loi universelle qui se décline maintenant dans la biologie des êtres de cette façon. Donc, c'est Dieu qui s'exprime de cette façon. Donc, autrement dit, les êtres humains doivent en tirer des conclusions. Hein? Ce n'est pas parce que je le dis que c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai en tout temps. Et de toute façon, ceux même qui ne respectent pas ces règles le vivent dans leur chair. Hein? C'est un cycle qui est... il vaut mieux en faire un allié, si je puis dire, dans la pratique quotidienne et comprendre ce qui se passe fondamentalement. Donc, Osiris ne dépasse pas 28. Rien d'ailleurs ne dépasse 28 parce que 28, on l'a dit, c'est l'unité. Donc, personne, rien ne peut dépasser l'unité. Je pense que c'est clair. Et l'unité, c'est le souverain maître, son principe même, c'est l'autogénèse, etc. Enfin, il y a plusieurs choses qu'on peut dire ensuite, mais enfin, c'est ça. Donc, vous devez donc savoir qu'il y a 28 phases, mais qui se découlent. Il y a les phases ascendantes, les phases descendantes. Voilà. On dit 14 morceaux, mais vous devez savoir que ce n'est qu'une manière de dire il va devenir plein et il va ensuite se vider. OK. Bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous devez comprendre maintenant comment sont calculées ces fêtes, notamment la Tabaski et puis la Pâque. Parce que vous devez savoir que tout ceci a à voir avec la Lune. C'est la raison, c'est cette raison, c'est pour ça qu'on sait que c'est l'Égypte antique en fait qui donne naissance à ces fêtes. La date de Pâques est basée sur la Lune ecclésiastique ou Lune pascale, une représentation fictive des phases de la. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est comme ça. C'est une représentation fictive des phases de la Lune réelle utilisée dans le compute, c'est-à-dire le calcul du calendrier des fêtes mobiles
ecclésiastique pour le calcul de cette date. La Pâque chrétienne tombe le dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire vers le 28 mars. La date de la Tabaski varie quant à elle en fonction du moment où la nouvelle lune est observée. L'une et l'autre de ces fêtes est liée au sacrifice. Au sacrifice, parce que durant la Pâque juive, on sacrifie. D'accord? Je ne sais pas si les chrétiens le font, je ne crois pas. En tout cas, de mémoire, je n'ai jamais eu. Je crois que les chrétiens ne font pas de sacrifice à proprement parler parce qu'ils disent que Jésus est déjà mort sur la croix, donc nul besoin de sacrifier. Bon. Mais les... bon. Et donc, c'est ça. Voilà. Enfin bref. Donc, la date de la Tabaski varie quant à elle en fonction du moment où la nouvelle lune est observée. L'une et l'autre de ces fêtes est liée au sacrifice, à l'action de fendre figurée dans les phases de la lune d'où elle tire son nom. Donc, quand je dis Pâques, sachez que Pâques, là, signifie la division, la séparation, etc. Tout ce que vous voulez, mais c'est ça l'idée. Et la Pâque et le calcul de la Pâque, alors moi, je ne rentrerai pas dans ce détail parce que dans le cas de l'école de script, vous allez comprendre, nous avons évidemment une proposition à vous faire de ce point de vue-là. Voilà, donc, je voulais maintenant, pour vous montrer que c'est l'Afrique subsaharienne qui nourrit ce lexique, donner un exemple simple. C'est une langue qu'on appelle le Ndoumou qui est parlée au Gabon. Ici, c'est un exemple tiré du dictionnaire Ndoumbédé. C'est une langue du Gabon. Quand on dit Pességué, qui est le thème de la Pâque, on l'a vu de la division, par exemple, à Moré, je vais dire Pasgué, c'est-à-dire diviser, couper, etc. Etc. Bon, je ne vais pas y revenir nécessairement. C'est pour vous dire que je donne cet exemple pour vous montrer comment le vocabulaire s'introduit tout au moins dans la compréhension du corpus que nous sommes en train d'étudier. Parce qu'en Doumou, on dit Guy Pességué. Le Guy, c'est un préfixe de classe. Le mot, c'est Pességué. C'est pour ça que je l'ai encerclé ici. Pességué, qui signifie quoi? Ébréché. Un couteau, un outil. Ébréché. Être ébréché, s'ébrécher. Être en décroissance en parlant de la lune. D'accord? Parce que cet exemple suffit, j'aurais pu en multiplier, mais je me suis dit, tiens, je veux donner cet exemple. Parce que moi, vous allez comprendre que ce n'est pas une question d'influence de qui que ce soit. Ça, c'est un mot bantou, entre guillemets. Une langue bantou du Gabon, où on dit Pességué pour signifier être en décroissance en parlant de la lune. Et c'est ce mot qui donne la Tabaski. Je l'ai montré tout à l'heure. C'est ça. D'accord? Donc, ce n'est pas. Je le dis parce que vous devez comprendre que, évidemment, l'intérêt de la chose, ce n'est pas simplement de se gargarer, de se dire, ah, l'Afrique a tout inventé. Ça, qu'est-ce qu'on en a? Non, ça ne nous apporte rien. L'intérêt de la chose, c'est de restaurer, c'est-à-dire de dire que, OK, le ciel continue d'être le ciel, à nous de savoir interpréter les signes, à nous de savoir interpréter les phases et évidemment de s'émanciper des calendriers qui ont été modifiés dans tous les sens. Parce que c'est encore possible de le faire. Le ciel, lui, ne change pas. De toute façon, c'est à nous de comprendre comment il fonctionne. OK? Donc, ensuite, il y a d'autres sens, nouer, être noué, etc. Enfin, voilà. Mais je voulais quand même montrer cet exemple parce que, au moins, c'est clair. Je sais que ce n'est qu'une question d'opportunité parce que on n'a pas toujours tous, évidemment, des ressources ou des dictionnaires, ce genre de choses. Mais j'ai voulu vous montrer que ce mot que la plupart des langues subsahariennes utilisent pour signifier couper, découper, qui se rapporte à la passion d'Osiris, c'est un mot qui non seulement produit le thème de la Pâque d'une part, de la Tabaski d'autre part, mais qui signifie être en décroissance en parlant de la lune. Donc, on ne va pas venir ensuite vous dire que ce sont des personnages historiques. Ça, il faut vraiment que vous compreniez. Quand je dis on ne va pas venir vous dire que ce sont des personnages historiques, c'est parce que je considère que je fais une nuance entre les êtres humains et les astres, même si je sais que la Lune est historique. D'accord? Mais il faut savoir que ce sont des choses qui nous dépassent. Non, il n'est pas question d'adorer un individu qui aurait marché sur Terre du côté de Bethléem là-bas. Ça, c'est clair, je le dis parce que c'est souvent des questions qui sont souvent posées, ça ne finit pas. On passe des années à expliquer des choses, mais ça ne finit jamais. Donc, il faut bien, à un moment donné, se dire que, voilà, si on veut devenir sérieux, il faut grandir. Il faut avoir l'audace de mettre un pas là où, quand on ne voit même quand on ne voit pas le pont, mettez le pied et votre foi va vous permettre de traverser le pont. Voilà ce que je dis. Il faut savoir se jeter vers l'inconnu, entre guillemets, car au fond, votre ancestralité ne peut pas souhaiter le pire pour vous. Le pire est derrière nous. Enfin, on peut l'espérer. Mais pour ça, il faut grandir. Il faut sortir du cocon de nos habitudes qui nous entretiennent dans une sorte d'enfance perpétuelle. Il faut prendre son destin en main. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, Pességué, ébrécher un couteau, ça veut dire évidemment le tailler à n'en plus finir, il finit par diminuer, disons. C'est la même chose quand on parle de la décroissance, mais ici en parlant de la lune. Donc c'est clair, c'est ciblé. Quand nos ancêtres disent ça, ils savent de quoi ils parlent. Ils parlent de la lune. Bon, OK? Autre chose, c'est que la structure phonétique Pességué, que je répète depuis tout à l'heure,
parce que vous devez savoir que nous sommes dans un corpus complet, constitué. L'égyptien pharaonique, la langue parlée par les anciens Égyptiens, et donc l'hiéroglyphe, la parole divine, c'est un mot qui se rapporte à cette graphie-ci, qui est translittéré exactement pareil, mais qui signifie en contexte salive, crachat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce mot que vous avez ici correspond au cop pasché ou pasché, c'est comme ça qu'ils le lisent, mais ils font ce qu'on appelle une mutation, une métathèse, parce qu'ils inversent le G et le S, ou le G ou le T et le S. Ils ont inversé ici, parce qu'en fait, c'est translittéré PCG, exactement, mais ils lisent pasché, quelque chose de ce genre, mais c'est encore le thème de la Pâque. Mais la saïf, pourquoi? Je voulais simplement amener cette information pour signifier que nous sommes toujours dans la description du héros culturel, et c'est l'élément dont se sert Atum lorsqu'il veut créer l'univers. C'est déjà la division. Quand on dit qu'il a craché chou, expecteroic tefnout, il est en train de se démultiplier. Ce sont les morceaux du corps d'Osiris à une autre échelle qui sont racontés de cette façon. Parce que nos ancêtres savent qu'ils parlent toujours de la même chose, c'est toujours le même schéma. On peut simplement changer, j'allais dire, des étages d'une certaine façon, mais on ne peut pas déroger à ces règles fondamentales qui permettent de décrire comment l'univers est devenu lui-même. C'est-à-dire, l'univers étant le modèle par lequel nous fondons nos États, eh bien, ils doivent nécessairement ressembler à ce que le Dieu créateur a fait à l'origine. Donc, voilà pourquoi on va avoir un héros culturel qui va utiliser, qui va revendiquer les mêmes aspects que la divinité originelle. Donc, Atum et Osiris, c'est la même chose, conceptuellement parlant, vous devez le savoir, sauf que Osiris, c'est au niveau du pays, qu'on appelle Kama, Atum, c'est au niveau de l'univers. D'accord? C'est tout. Mais c'est la même chose. Ils font exactement les mêmes choses. Ils représentent la même idée. Parce qu'Atum va donner l'atome, Osiris, c'est le grain, c'est qui c'est le grain, c'est l'atome. C'est la même chose. Et en Bambara Malinké, qui signifie aussi actif, c'est d'ailleurs ce qui est actif, c'est-à-dire l'atome. C'est exactement de cela qu'on parle. OK? Mais je voulais aussi introduire cette notion parce que vous devez savoir que dans la Pâque, il y a déjà le crachat d'Atum. Hein? J'étais 1, je suis devenu 3, etc. Enfin, c'est un discours que vous connaissez. Hein? Je suis venu de moi-même. C'est exactement de cela qu'il parle. Sauf que lui va utiliser le crachat, mais il décrit déjà la Pâque. Hein? La tabaski, c'est parce que Atum peut être remplacé par un bélier, un mouton. Les Bambara ont une image très forte de ce point de vue-là. Hein? Ils ont un bélier blanc, ça s'appelle Makandigi. On l'appelle Sagadolo, c'est-à-dire le bélier du sacrifice. C'est lui qui va être démembré par le dieu suprême Mangala pour purifier l'univers. C'est un bélier. Donc, ils utilisent déjà l'image du sacrifice pour purifier. Pourquoi? Pour purifier l'univers à cause des actes de Pemba et de Musso Koroni qui vont agir initialement et vont créer une forme d'impureté. Enfin, je passe les détails, ce sont des mythes très importants, mais c'est simplement pour vous dire que ces images-là du bélier du sacrifice sont déjà présents dans les corpus constitués des peuples soudanais. D'accord? Donc, c'est à nous de le comprendre et de réhabiliter ce qui peut l'être, mais avec intelligence. Il ne s'agit pas de s'inventer de nouvelles religions, de croire qu'on va inventer. Non, non. Il s'agit simplement de comprendre ce qui existe et de le restaurer. Voilà. C'est ce que je pense. Voilà. Donc, le mouton du sacrifice observé chez les musulmans est déjà convoqué par les mots soudanais du piège et de la plénitude qu'incarne la pleine lune. Parce que quand on dit la pleine lune, ce n'est pas en vain. Parce que vous savez que le corps d'Osiris va être découvert une nuit de pleine lune, parce que Seth, chassant une nuit de pleine lune, va découvrir le corps d'Osiris et va le découper en 14 morceaux. C'est ce que dit précisément Plutarque. Donc, cette plénitude-là, c'est déjà une information, c'est 28, c'est le chiffre 1. Quand on dit ça, vous devez savoir à quoi on se réfère. Bon. Le Bambara Pégé, piège, que nous avons vu tout à l'heure, comme le Toroso Pégé, remplir jusqu'au bord, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais sachez que chez les Dogons, Pégé signifie aussi remplir jusqu'au bord, c'est-à-dire la plénitude, la lune qui va devenir pleine, hein, remplir jusqu'au bord. Et voilà pourquoi on dit qu'Osiris va suffire, c'est-à-dire, vous devez vraiment savoir, voilà pourquoi on dit qu'Osiris va suffire dans le coffre fabriqué par Seth, parce qu'Osiris représente l'unité. Il n'y a que lui qui puisse parfaitement suffire dans ce fameux coffre, hein, qui est un peu dans la description de la lune, même si on veut étendre la compréhension. Okay, bon. Donc, le Bambara Pégé piège, comme le Toroso Pégé remplir jusqu'au bord, apparaissent comme des homophones de l'Anatinga Dogon Pégé, qui désigne le mouton. Najamba Pégé, c'est le mouton. En Jamset Dogon, on dit Péjou, c'est le mouton. Togokan Péjou, c'est le mouton. Bondom Dogon Pégé, c'est le mouton. Tomokan Péjou, c'est le mouton. Tenekan Péjou, c'est le mouton. Doguldom Pesegou, c'est le mouton. Donc, vous voyez une chose extraordinaire, c'est que dans les corpus soudanais, il n'y a pas d'écart dans les mots
que nous prononçons. Parce que si vous dites que la tabaski, c'est une tradition musulmane, vous allez faire des sauts de mot en mot. C'est-à-dire, on ne dit pas le mouton comme on dit la fête, on ne dit pas la fête comme on dit la lune, on ne dit pas la lune comme on dit être découpé, démembré. Chez les Dogons, c'est le même mot. Voilà pourquoi on sait que c'est l'origine. Parce que le signe de l'origine, c'est cette cohérence dans les mots que nous prononçons. Vous voyez? J'espère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que ça m'évitera d'insister, mais est-ce que vous comprenez ce que je dis, s'il vous plaît? Merci. OK, parfait. Merci, merci à ceux qui répondent. Voilà, parce que ce que je veux dire, parce que c'est bien important, c'est la raison pour laquelle je multiplie comme ça les exemples. C'est-à-dire, depuis le piège jusqu'au nom du mouton, c'est-à-dire l'animal du sacrifice, c'est le même mot chez les Dogons Bambara, c'est-à-dire chez les Soudanais. On ne sort pas de ce mot-ci qui va donner la Pâque. D'un côté, la tabaski de l'autre. C'est le même mot. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue parlée par ceux qui ont fabriqué, parce que vous devez savoir comment fonctionnent les religions. La ritualité est basée sur la langue que nous parlons. Vous ne pouvez pas avoir un rite dans votre tradition que votre langue n'explique pas. Si déjà le mouton ne s'appelle pas comme un rituel, c'est qu'il y a emprunt. Ça, vous devez le savoir. Là où on sait que c'est l'original, c'est quand il y a alignement. Parce que les traditions fonctionnent sur le principe de la métaphore. C'est quand il y a alignement dans tous les corpus qui sont sollicités pour expliquer un rituel, c'est là qu'on sait que c'est eux qui ont fait ça à l'origine. Après, d'autres ont vu, ils ont commencé à faire. Évidemment, ça rentre dans leur ritualité, ça devient leur propre pratique. Mais il faut savoir rendre à César, entre guillemets, si tant est que je puisse parler de César, j'aurais pu dire rendre à Ramsès, si vous voulez, ce qui appartient. Voilà. Donc, mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est important de comprendre que c'est sur cette base-là qu'on sait qu'il n'y a pas phénomène d'imitation si on veut restaurer. Hein? Ce que nous avons perdu, c'est la mémoire, mais nos langues contiennent notre philosophie, notre religion. D'accord? Donc, nous sommes capables, à partir de ce moment, si on le comprend, eh bien, de restaurer ce qui peut encore l'être. Et c'est ce que nous allons faire. C'est le but, c'est la démarche dans laquelle nous sommes engagés, parce que si on parle de renaissance africaine, eh bien, ce n'est pas pour continuer de faire ce qui a été dénaturé. C'est que pour un moment donné, se dire que, bon, hey, non, il faut quand même aller aux choses essentielles, c'est-à-dire l'originalité, et pouvoir renouer avec notre ancestralité qui est très importante. Voilà, donc les mots même du mouton, chez les Dogons, c'est encore le mot du piège, c'est encore les mots pour dire rempli jusqu'au bord. Bref, je veux dire, c'est évident à partir de là que nous sommes en train de parler ici de quelque chose. Et puis, une raison pour laquelle, d'ailleurs, pour ce qui concerne la chrétienté, on parle parfois de l'agneau pascal. Ils ne font pas ça pour rien. Ils ne parlent pas de l'agneau parce que l'agneau qui a été sacrifié. Ils font ça pourquoi? Ils disent ça pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'en fait, ceci répond d'une tradition qui a été empruntée, on va dire. Mais voilà. OK. Donc, naturellement, en parlant de cela, il faut nécessairement questionner quelque chose de fondamental, c'est-à-dire le nom que porte la lune en égyptien pharaonique. La lune porte un nom. Ici, je vais rapidement le faire pour que vous puissiez comprendre comment nos ancêtres ont appelé la lune. Parce que c'est un astre très important, parce que souvent on pense beaucoup au soleil, qui est certes très important, mais la lune joue un rôle fondamental dans nos sociétés. Okay? Donc, il faut savoir le rendre et comprendre. Voici le nom égyptien de la lune. Hein. Ce n'est pas compliqué, c'est quelques signes. Nous avons la solution copte, donc c'est déjà une orientation. On ne va pas se mettre à inventer des choses, parce que souvent on va dire que la lune c'est Ia, je ne sais quoi, on va dire Yamesu, né de la lune. Non, c'est Hok. Ah si, Hok. C'est comme ça que ça se lit, ça. Et ça, c'est du copte. C'est comme ça que c'est prononcé. Hok. D'accord? Donc, si le copte dit, il faut savoir pouvoir l'expliquer. OK? Ici, j'ai introduit des homographes pour vérifier. Parce que quand le copte dit ça, ça ne me suffit pas. Parce que je peux aller à des conclusions, mais elles ne seront pas assurées si je ne croise pas les données. Donc, je cherche un homographe. On me dit que la lune s'appelle comme le taureau, comme le bœuf, ici. Hein, c'est le même mot, seul change de déterminatif. Donc, je dois pouvoir le vérifier au sein des langues subsahariennes. C'est ce que je fais. Du côté de l'ouest du Cameroun, chez les langues bamileke, c'est le nom du taureau, de la vache, Hok, que le copte récupère pour désigner la lune. Ce qui étend aussi mon champ de compréhension. La vache, bon, elle a son importance, bien sûr, on sait qu'il y a une relation avec Isis, etc. Mais enfin, ça me permet déjà de savoir que je suis dans une ère culturelle homogène. Parce qu'au moins, dans les langues subsahariennes, notamment famille Niger-Congo, on trouve le mot que le scribe a écrit ici pour désigner le taureau ou la vache. On le trouve. OK? Et lorsque je mets les deux thèmes en balance, d'un côté Hok pour désigner la lune, de l'autre Hok pour désigner la vache, si je connais ne serait-ce qu'un peu les langues subsahariennes, je veux savoir ce que les ancêtres sont en train de mettre dans le nom de la lune. C'est d'autant plus que nous savons que cette lune a 28 phases et que 28 représente l'unité. C'est la raison pour laquelle, dans cette lune, ils ont mis le chiffre 1.
des langues de la zone dite bantou. Et c'est un thème général. Sango, c'est Hoko. C'est ça le nom de la lune chez les Égyptiens. Parce que la lune manifeste de l'unité. D'ailleurs, c'est une évidence quand on sait un peu la pensée symbolique, parce que tout ce qui fait dans l'univers un cercle incarne l'unité, parce que le cercle, c'est l'image même du dynamisme qui est dans la description de l'unité, c'est-à-dire ce qui n'a ni commencement ni fin. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est ça. Donc, voici le mot là qui désigne la lune. Donc, vous devez savoir qu'au-delà du nom de la lune, c'est aussi un concept, c'est-à-dire c'est le chiffre 1 qui met dans le nom de la lune. Et en Koyo, on retrouve Ogo, par exemple. Sachez que c'est Ogo. Donc, dès l'instant où vous avez cette racine-ci, Oko, Ogo, etc., avec des mutations, là, la racine étant Roc, sachez que c'est Ogo lui-même, le renard pâle. Voilà pourquoi c'est lui qui fait le piège d'Osiris, parce qu'il est dans la description de cette même lune. Mais ça, vous ne pouvez le comprendre qu'à travers la langue subsaharienne, parce que ce n'est pas en égyptologie qu'on va vous expliquer que c'est dans la lune. Ça, c'est impossible. C'est quand vous avez une description analytique à partir des langues subsahariennes que vous allez comprendre. En fait, qu'est-ce qu'on raconte dans la passion d'Osiris? Et pourquoi il y a toutes ces choses qui arrivent comme ça? Parce que c'est l'unité. Et c'est voilà pourquoi Osiris remplit le coffre. Parce que Osiris représente cette unité. C'est le héros culturel. Il n'y a que lui qui puisse remplir. Parce qu'il est la totalité, Osiris. Être complet. C'est Osiris lui-même. Voilà. Voilà pourquoi c'est lui qui remplit ce fameux coffre. Et ce coffre est dans la description des phases lunaires. D'accord? Le remplissage. C'est ce qu'ils sont en train de raconter. Il va devenir roc. Alors ici, vous avez donc des mutations phonétiques, bien évidemment, mais la racine, c'est toujours roc. D'accord? Sauf que, par exemple, en Tsogo, on va dire Poko pour dire 1. En Wolof, c'est Fouk pour dire 10. Enfant, c'est Fok pour dire 1. Et si vous êtes attentif, ce sont les mots du piège que j'ai signalé depuis tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je vais d'ailleurs remonter rapidement pour vous faire voir quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure ici qu'en copte, on dit Pok pour dire fendre, partager, déchirer. C'est ce mot-là qui revient plus tard. Hein, Poko pour signifier 1 avec des mutations phonétiques. OK? C'est ce mot qui revient. C'est ce mot qui revient ici pour signifier 1. Sauf que, bon, évidemment, c'est plus facile lorsqu'on est habitué, parce que je sais que c'est une question d'habitude, mais je n'ai pas voulu trop insister sur des connexions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si déjà ceci est clair, cela suffira. Donc, c'est le chiffre 1 qui est le fameux piège. Et on comprend ce d'autant plus qu'en soninké, ce mot qui, dans les langues subsahariennes, tout au moins bantou, désigne le chiffre 1, en soninké, on va dire faga ou faka, qui signifie remplir, combler. On dit par exemple kombo faka, sein bien rond. Fake, le plein. Fagouiller, remplissage. Fogou, hein, c'est ça qui est fok ou fouk. En Wolof, on dit fouk pour dire 10, 10 étant l'unité. Ils disent fogou pour dire être rempli. Fagou, être plein. C'est la pleine lune. C'est de cela qu'il s'agit. Et je rappelle donc ce que disait Vichil à propos du thème du piège. Il dit que le nom égyptien du piège correspond à l'hébreu pak, piège, à l'arabe fak, piège pour prendre les oiseaux. Ça, c'est la description de l'objet. Mais le concept en arrière, c'est faka, remplir, en soninké par exemple, combler. Et voilà pourquoi Osiris va remplir le coffre. Le coffre fabriqué par Seth. Ce coffre-là, c'est les phases lunaires. Okay? Et voilà pourquoi il va ensuite le découper en 14 morceaux. Donc, il remplit d'abord, c'est les 14 premières, il le découpe ensuite, c'est les autres 14, on atteint 28 et le cycle recommence. Écoutez bien ce que je dis, c'est important. Il y a 2 phases dans le mythe, la passion d'Osiris, la mort d'Osiris. Seth va d'abord coucher Osiris dans le coffre, Osiris va remplir le coffre, c'est les 14 premières phases, d'accord? Il va ensuite le découper, c'est les 14 autres phases, on atteint 28 et le cycle recommence. D'accord? C'est de cela qu'il s'agit, fondamentalement. Bon. La fête réhabilitée. Alors ici, à la suite de cela, je vais passer la parole, comme je l'ai dit, à un stagiaire. C'est Roger, il va prendre la parole tout à l'heure pour vous expliquer 2-3 choses qu'il a souhaité exposer. D'ailleurs, j'ai souhaité avec lui qu'il puisse le faire. Voici ce que dit Plutarque. L'opération terminée, c'est-à-dire Osiris mis dans le coffre, etc. L'opération terminée, le coffre fut porté sur le fleuve et on le fit descendre jusque dans la mer par la bouche tanitique. Ces événements se passèrent, dit-on, le 17 à Tyr, mois pendant lequel le soleil passe par le signe du scorpion. Mois pendant lequel le soleil passe par le signe du scorpion et la 28e année du règne d'Osiris. Bon, maintenant, vous savez pourquoi il dit 28. Certains, pourtant, prétendent que ce nombre d'années correspond au temps de l'existence de ce Dieu et non à celui de son règne. Donc, voilà pourquoi il hésite. C'est-à-dire, Plutarque, possiblement le savait-il, mais dans son texte, il dit que certains disent que non, ce n'est pas le nombre d'années de vie d'Osiris, c'est plutôt le temps de son règne. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil, c'est 28.
28, c'est le chiffre de l'essence divine. Chez les Bambara Malinké, c'est ça. 28, là, c'est le chiffre de Koni. L'essence divine est constituée des 4 éléments fondamentaux. Les 4 éléments fondamentaux sont constitués de paires de jumeaux. Donc, chaque élément fondamental correspond à un couple. OK? Donc, ils sont 8. Ça, c'est le principe de quadrigémelléité. Mais dans le compte des personnes qu'ils constituent, parce qu'une personne, une personne, c'est le chiffre 7, et puisqu'ils sont des couples d'hommes, de mâles, d'un côté, une paire constituée d'un mâle et d'une femelle, donc ils forment 4 couples, qu'on multiplie par 7, ça donne 28. Voilà comment on sait que les chiffres d'Ama, enfin, j'en ai souvent parlé à d'autres occasions ici, je sais que je survole. Si ce n'est pas clairement dit, je vous renvoie à d'autres conférences que j'ai pu faire dans le passé parce que ça a déjà été questionné à plusieurs occasions. Voilà. Donc, je vais, à la suite de cette note, rappeler que ça a donc été pour nous un questionnement au sein de l'école des scribes que de savoir, mais quelle était donc cette date? Parce que, évidemment, la Tabaski, on sait, la Pâques, bon, on sait, mais si nous, les Kémites, nous voulons réhabiliter une fête qui correspond et qui s'inscrit dans la perspective de nos ancêtres, Plutarque nous donne quelques éléments, il y a d'autres auteurs également. Donc, au sein de l'école des scribes, nous avons fait un travail. Nous avons fait un travail qui consistait à déterminer cette date et on va vous l'expliquer comment la chose a été faite. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Roger et partager l'élément qu'il souhaite partager avec vous. Voilà. Allô, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Alors, Roger, on t'entend. On t'entend Ok, très super. bien. Oui. Alors, comme l'a dit Dibombari, on a cherché à retrouver cette date dont Plutarque nous donne quelques éléments. Et aussi au Gotémélie, qui la situe à mi-novembre. Et Plutarque nous donne l'indication que le soleil est dans le Scorpion. Et on sait aussi que le mois d'Atyr correspond, je crois, à la mi-octobre, mi-novembre, plus ou moins. Et au début, on a cherché une pleine lune au mois de novembre, et ça ne matchait pas en fait. Ça ne matchait pas pour une raison qui est due au fait qu'on a un calendrier qui est fixe dans un environnement qui est mobile, parce que la rotation de la Terre, Guy si tu peux mettre la slide suivante, la Terre tourne comme une toupie. Elle ne tourne pas sur un axe droit. Elle a une inclinaison d'un angle d'à peu près, je crois, c'est 23 degrés 5, qui est dit d'ailleurs à la Lune, parce que c'est la Lune qui fait qu'on n'ait qu'un angle de 23 degrés. Sinon, l'angle serait beaucoup plus grand et les marées seraient tellement fortes qu'en fait, la vie serait impossible. Donc ça, c'est intéressant à noter aussi sur cette action de la Lune sur la Terre. Et donc, pour savoir de quelle pleine lune il s'agissait, nous avons un élément important qui est le Soleil en Scorpion. Alors, ce phénomène des précessions des équinoxes fait donc, faut bien noter ça, qu'il y a un décalage dans les astres. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça veut dire que ça bouge en fait. Alors, on sait aussi que le Soleil parcourt 12 constellations en un an. Donc, il va traverser chaque constellation en un mois, comme chacun le sait. Et le phénomène de la pleine lune, donc là, c'était pour vous montrer que vous visualisiez le chemin du Soleil tout autour de la Terre au travers des 12 constellations. Et on sait que la pleine lune, voilà, sur ce schéma-là, est due au fait que le Soleil est en face de la Lune et que la Terre est au milieu. C'est ce qui nous donne le phénomène de la pleine lune. C'est que le Soleil est juste en face. Alors, si tu peux revenir, Dibombré, juste à la slide d'avant. Donc, ça veut dire que là, par exemple, sur cet exemple, le Soleil est en Poisson. Donc, si on fait une ligne droite, ça veut dire que la pleine lune va se trouver dans la Vierge. Et donc, pour retrouver le Soleil, la pleine lune correspondant au mois de... Enfin, quand elle est dans le Scorpion, si tu peux aller à la slide suivante, Bombari, encore celle d'après, et bien ça correspond
plus tout à fait en novembre, mais plutôt au début décembre, fin novembre, à cause de ce phénomène de la précession des équinoxes. Donc, pour trouver on cherche le soleil dans le scorpion, on va tomber sur une pleine lune qui sera le 8 décembre. Et plus en novembre, comme l'a dit Ogo Temeli, à cause du phénomène de la précession des équinoxes. C'est cette pleine lune-là que nous recherchons. Donc, c'est cette actualisation-là qu'il faut faire. Ok, parfait. Simplement rappeler aussi qu'évidemment, la Lune est en taureau à ce moment. Oui, tout à fait. Oui, pardon, j'ai oublié de le dire. Oui, j'ai oublié de le dire. Merci, bon Marie. C'est que oui, quand le soleil est en scorpion, la Lune est en taureau parce qu'elle est en face. C'est la constellation qui est en face du scorpion. Exactement. Comme on l'a vu pour la Vierge et les poissons. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, si certains veulent vérifier ce phénomène, la NASA a fait une communication il n'y a pas très longtemps où ils ont établi qu'il y avait ils ont réajusté les dates des signes astrologiques. C'est très facile à trouver, il suffit de taper nouveau calendrier astrologique et la NASA a fait une communication là-dessus pour réactualiser les signes astrologiques parce que ce décalage aidant, ceux qui se pensent Gémeaux, Scorpion parce qu'ils sont nés du 21 au 21, c'est plus tout à fait juste à cause de ce décalage-là. Donc, si vous voulez vérifier cette information, vous pouvez la trouver facilement. Voilà, je pense que c'était assez clair. J'espère. Ok, parfait. Merci. Merci Roger. Oui, c'était clair. Je pense que c'était clair. Donc, en fait, pour nous, c'était important de faire cette réactualisation et d'avoir une date que l'école des scribes propose en réalité, parce que dans le cadre de l'école des scribes, c'est un moment que nous allons observer. Nous n'avons pas la prétention, pour l'instant, tout au moins, parce que naturellement, encore faut-il le comprendre, mais j'en parle aujourd'hui parce que, avec les éléments exposés, certainement, au moins vous avez déjà un début de compréhension, car je suis toujours partisan du fait qu'on ne peut pas avoir une pratique si on ne la comprend pas. Mais dans le cas de l'école des scribes, les stagiaires, ils savent déjà tout ce qu'on a dit ici. Bon, voilà. Donc, dans le cadre de l'école des scribes, nous allons observer parce que c'est le temps de la mort d'Osiris, c'est le 8 décembre pour cette année. Les dates changent parce que, évidemment, le calendrier est mobile. Donc, une année après l'autre, nous allons comme ça pouvoir annoncer les dates. Mais vous pouvez déjà, de toute manière, les envisager aussi, puisque nous savons que pour observer ce phénomène, il faut que le soleil soit en scorpion et la lune en taureau. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là, effectivement, comme le dit Plutarque, qu'Osiris tombe dans le tombeau. Donc, c'est à partir de là qu'on peut observer, effectivement, une célébration consacrée à la mort symbolique d'Osiris, on va dire. Bon, je dis Osiris parce que c'est un mot que vous connaissez, mais enfin, c'est ça l'idée. Et c'est une proposition, comme je l'ai dit, que l'école des scribes fait à la communauté, à ceux qui s'y intéressent à ces questions, avec l'idée que en l'observant, naturellement, ceux qui le souhaitent seront conviés, mais évidemment, j'aime encore m'assurer que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cet aparté, que vous ayez quand même des idées claires sur ce qui vient. Voilà, donc c'est le 8 décembre, et c'est aussi ma conclusion, en fait. C'est le 8 décembre 2022, pour ce qui concerne le calendrier grégorien, que nous allons observer de ce point de vue quand même une célébration qui va rattraper ce que faisaient déjà nos ancêtres, parce que les calculs qui ont été faits dans le cadre de cette préoccupation sont quand même assez précis, assez justes. Ça, je dois le dire, parce qu'il y a des vérifications qui ont été faites de plusieurs façons. Et il reste maintenant à déterminer un nom, je l'ai dit, c'est quelque chose que nous allons faire à la suite de certaines consultations, je vais dire ça comme ça, un nom à donner à cette célébration, mais pour ce qui concerne la date, elle est déjà arrêtée, et au moins c'est quelque chose d'authentique, parce que j'ai souvent souhaité faire aussi des choses qui ont quand même un sens, du point de vue même de notre pratique, puisque certaines proposent parfois ce qu'on appelle le Kwanzaa, mais moi, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, même si je peux comprendre le principe. Il y a aussi certains membres de la communauté qui proposent parfois d'autres fêtes. Mais bon, moi je dis, au fond, il faut quand même déjà avoir une démarche, elle est intelligible, que chacun puisse comprendre, basée sur des faits observables. C'est-à-dire que on a même pu déterminer, parce que ce n'est pas compliqué à le savoir, mais je dois vous le dire, on sait même déterminer les animaux du sacrifice qui rentrent dans la pratique égyptienne, parce que dans les textes, ça existe. Il y a Hérodote qui parle de ça, Plutarque qui parle de ça. L'expérience même que nous avons même de la tradition peut nous aider à déterminer un certain nombre de choses. Mais je voulais surtout qu'à côté
de ce que font les musulmans, à côté de ce que font les chrétiens, que ceux qui souhaitent initier une démarche autre que celles qui sont proposées dans ce cadre-là puissent quand même avoir un référent et quelque chose d'intelligible, qu'on sache expliquer. Il ne s'agit pas de dire, oh, nous aussi, on a notre fête parce que les autres... non, non. Il s'agit de dire quelque chose, de faire quelque chose qui a un sens pour tout le monde, parce que tout le monde est capable de le comprendre. Et ce n'est pas par notre fait que la chose est dite, parce que les textes sont là pour en témoigner, et puis une connaissance du ciel permet quand même d'arriver à des idées beaucoup plus justes sur ce questionnement. Donc, il était question pour nous, en fait, de parler de l'intronisation, mais vous voyez, en fait, je n'ai fait que survoler le sujet. Je n'ai abordé qu'un seul aspect, la question du piège, le fait d'attraper le futur souverain, c'est quelque chose qui est commun dans les sociétés subsahariennes. Enfin, au Cameroun, en tout cas, on l'observe beaucoup, notamment à l'ouest du Cameroun. Ça, au moins, on peut le dire, qu'on on attrape souvent le chef, le futur chef. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est encore vivant. Ce n'est que cet aspect-là que j'ai voulu aborder, sans parler des couronnes et des attributs de la royauté que sont les sceptres, parce que c'est beaucoup plus dense et rentre en ligne de compte à ce moment-là des divinités importantes que nous ne pouvons pas traiter avec légèreté dans le cadre, comme dire, d'une porte ouverte, c'est clair. Voilà, donc j'espère en tous les cas que la communication a été suffisamment claire. J'espère aussi que l'énoncé concernant cette date a été suffisamment clair. Nous ne prendrons pas des questions aujourd'hui, vous le comprendrez, c'est une porte ouverte, mais voilà, espoir que vous qui êtes ici présents, eh bien, feront la démarche de nous rejoindre dans le cadre de l'école des scribes et nous pourrons bien évidemment à ce moment-là avoir des échanges beaucoup plus poussés sur ces recherches qui nous intéressent au premier chef. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier naturellement de votre attention et de vous adresser le salut de Bruce. Merci de votre patience et de votre présence également. Et je vous souhaite donc de passer une excellente fin de journée. Merci. Alors, donc, forcément, la porte ouverte, elle a été organisée pour pouvoir annoncer les inscriptions. Donc, les inscriptions à l'école des scribes, elles vont débuter donc dès demain pour les personnes qui peuvent s'inscrire, donc qui n'ont pas encore été inscrits à l'école des scribes, donc ils vont intégrer le module 1. Donc, vous pouvez donc nous envoyer vos demandes à kuma@ngelyi.com. Donc, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 9 juillet. Et pour les autres modules, donc du 2 au 5, ça sera donc après que les stagiaires aient donc passé leur évaluation, confirmé donc le passage au module suivant, donc après le dernier atelier, puisque l'évaluation doit être rendue avant le dernier cours. Donc, vous pourrez à ce moment-là nous envoyer vos demandes d'inscription pour le module suivant. Alors, on organise aussi à l'occasion d'une exposition qui est organisée par la Bibliothèque de France à Paris. Donc, il y a l'exposition L'Aventure Champollion, où ils mettent en avant Champollion, donc la personne qui a donc déchiffré les hiéroglyphes, qui a pu déchiffrer les hiéroglyphes avec la fameuse pierre de Rosette. Donc, il y a une exposition qui est organisée à Paris. Et donc, dans ce cadre-là, on va proposer donc une visite de cette exposition avec Dibamba Mbok pour nous accompagner. On va commencer par la visite et ensuite on aura un débriefing de la visite, puisque dans les lieux comme ceux-là, comme les musées, on ne peut pas prendre la parole sans avoir l'habilitation de l'organisme en question, donc on ne pourra le faire qu'après. Donc on va faire la visite et après vous pourrez donc avoir le débriefing sur ce qui aura été vu et vous pourrez poser vos questions. Après l'exposition, on profite pour aller donc manger un bout au restaurant L'Aphrodisiaque. C'est un restaurant dans lequel j'ai l'habitude d'organiser des rencontres avec les stagiaires. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Donc, pour ceux qui ont envie de profiter de faire quelque chose de particulier, peut-être en savoir un peu plus sur l'association Ngelyi et sur le travail de Dibamba Mbok, puisqu'il sera présent. Donc, vous pouvez poursuivre en tout cas cet après-midi en nous accompagnant donc au restaurant. Et ensuite, il y a justement en ce moment un opéra
qui joue à Paris, c'est dans toute la France, mais en tout cas, il sera à Paris ce jour-là. Donc, je l'ai associé aussi, et c'est Aïda. Donc, c'est une histoire dont l'univers se trouve en Égypte antique. Voilà, c'est une histoire assez connue. Et c'est un opéra de Giuseppe Verdi pour ceux qui le connaissent. Donc voilà, pour s'inscrire pour l'opéra, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de places, donc ça va se fermer. La clôture des inscriptions, ça sera demain, mais par contre, pour les autres activités de cette journée, vous pourrez vous inscrire jusqu'à la veille, donc jusqu'au 17 juin. Voilà, ne tardez quand même pas trop pour qu'on puisse s'organiser dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est le samedi 18 juin. Après, donc, bien sûr, vous voyez qu'il y a la Koumaba Dakar Sénégal qui arrive. Donc, à cette occasion, on propose donc le replay des précédentes Koumaba. Il y a eu la Koumaba, donc la première édition qui a eu donc ses premières tout au long du mois d'avril et un peu au mois de mai. Et là, donc, on va entamer donc le replay de la Koumama 2 avec les intervenants qui sont cités ici, Jean-Luc Divial, Emmanuel, Dalila Daniel, Popokla, Juliette Esmeralda et bien sûr Dibor Barimbok. Donc, il y a des premières qui sont à cette date-là, mais comme c'est sur la chaîne YouTube Ngelli, vous pourrez donc y revenir quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Voilà. Et donc, comme c'est pour annoncer la 3e édition de Koumaba, donc il va se passer au Sénégal. Donc, je rappelle que nous serons, l'association Ngelli et Dibor Barimbok, nous serons à Dakar pour le 4 juin. Pour donc une rencontre scientifique avec des conférenciers locaux, Bouba Diop, Mohamedou Nissiressar, Marine Deyefal et bien sûr Dibor Bok qui sera là. Et donc, vous aurez aussi la possibilité de voir les replays parce que ça sera enregistré et donc vous pourrez avoir une rediffusion. Pour ceux qui ne seront pas au Sénégal, bien sûr, et pour ceux qui sont au Sénégal, ils pourront s'inscrire directement et venir. C'est gratuit, c'est organisé toute la journée de 9h à 19h. Donc, voilà. Et c'est aussi au monument de la Renaissance africaine qui est un monument quand même emblématique. Donc, voilà, je pense que ce sera un bel événement. On a ensuite, un peu plus tard dans le semestre, donc la remise des certificats du premier cycle pour les stagiaires qui vont valider à la fin du premier semestre le module 3. Donc, tous ces stagiaires qui auront validé, donc il y aura de nouveau une cérémonie pour remettre leur certificat. Ils recevront donc à domicile le certificat, l'écharpe du premier cycle et bien sûr des cadeaux pour les stagiaires qui se seront distingués. Et bien sûr, on propose toujours à cette occasion une intervention de Dibor Barimbok. Et pour finir, on a bien sûr le voyage en Égypte qui est prévu en novembre. Donc, on est 25 participants. Donc, pour moi, c'est clôturé. En tout cas, au tarif qu'on a annoncé, j'ai plus de place. C'était les 25 places qui étaient bloquées, que j'ai pu bloquer jusqu'à la dernière minute. Par contre, il est toujours possible de s'inscrire à cette activité, mais ce sont les vols, en fait, qui ont augmenté. Donc, voilà, si les personnes veulent quand même participer, elles pourront toujours s'inscrire. Et il y a un coût supplémentaire qui correspond à la différence de tarifs de vol qui ont monté à ce jour, en tout cas, de 200 €. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos demandes si vous êtes intéressé à mgel.yi@yahoo.com et vous serez les bienvenus. Donc pour ce séjour en Égypte en novembre 2022. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci d'être toujours aussi nombreux pour pouvoir nous suivre. Merci aux stagiaires qui nous font le plaisir d'être là et puis de montrer leur capacité à restituer en tout cas la matière
qu'ils ingèrent, hein, parce qu'elle est très dense. Voilà, merci à tous et je vais peut-être laisser le mot de la fin à Dibom Baringbok. Et je vous salue. Voilà, donc merci Mylène. Je commencerai également par là. Merci pour cette présentation, pour le professionnalisme qui est évidemment admirable, pour l'œuvre qui est la tienne déjà au sein de cette association depuis ses débuts. Merci aux participants, merci à tous ceux qui ont cet après-midi pris le temps de passer ces moments avec nous. J'espère qu'on sortira de là avec quelques informations nouvelles. Et puis, je vous attends pour ceux qui naturellement envisagent de le faire au sein de l'école des scripts, qui est l'espace en fait essentiellement dédié aux humanités fondamentales, telles que nous les envisageons, évidemment. Je remercie tous ceux qui ont pris la parole, soit pour répondre à des questions, etc. Enfin, cette émulation est toujours très intéressante. Il n'y a jamais de mauvaises questions, il ne faut jamais craindre d'avoir, parce que c'est un peu nouveau pour tout le monde. C'est avec aisance qu'on peut en parler lorsqu'on sait. Souvent, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas vraiment vu ça dans nos parcours respectifs, mais cela ne dit rien sur l'intelligence qu'on peut avoir sur des choses lorsqu'elles sont comprises, car nous venons tous d'un monde qui a été fabriqué un peu voilà, dans la non-vérité, on va dire ça comme ça. Et il faut savoir avoir l'humilité de se dire qu'il faut commencer quelque part. Et c'est un peu ce que nous tentons d'initier. Donc, merci à tous. J'espère pour ceux qui vivent en France ou dans les environs que nous aurons donc ces rencontres qui sont prévues autour du travail de Jean-François Champollion, qui est un travail important, parce qu'il avait l'avantage d'être de bonne foi dans ses démarches. Il a respecté la civilisation de nos ancêtres. Il y a accordé toute sa vie et aussi un certain regard, un regard juste, parce qu'il a su rendre la vérité chaque fois qu'il l'a rencontré. Il a même été il y a eu des tentatives comme ça de brimer son œuvre, mais il a su dire les choses telles qu'il les envisageait. C'est la raison pour laquelle on peut se rassembler autour de cette œuvre, parce qu'il a travaillé avec dévouement et honnêteté dans cette démarche-là. Donc, pour ceux qui sont en France, évidemment, ce sera l'occasion d'en parler un peu plus dans le détail. Et ceux qui sont au Sénégal ou dans les environs, bien sûr, nous serons au Sénégal dans quelques semaines. Ce sera également l'occasion d'une rencontre autour des humanités fondamentales. Et à cette occasion, nous allons aborder plusieurs sujets qui intéressent la Renaissance africaine, puisque le lieu même qui est dédié, qui accueille en tout cas cette rencontre, est dédié à cette thématique. Et nous pensons que ce n'est pas seulement du folklore, qu'il faut y donner de la consistance. Et c'est un peu la raison pour laquelle nous avons décidé de nous déplacer au Sénégal pour pouvoir marquer ce moment. D'autant plus que c'est encore, vous le savez, le pays du professeur Cheikh Anta Diop, qui pour nous est un phare qui brillera éternellement, parce que c'est un repère qui a su nous fournir des éléments d'une forme de stabilité au niveau de l'esprit et du comportement. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore d'avoir pris le temps de passer ces moments avec nous. Je félicite les lauréats des prix. Les questions n'étaient pas faciles, moi-même je m'en suis rendu compte, parce qu'il faut suivre vraiment un peu assidûment les communications que nous faisons pour savoir la manière dont nous envisageons la maths, parce qu'effectivement, les questions, les réponses n'étaient pas erronées. Quand on dit que la maths, c'est la justice, la vérité, mais au fond du fond, c'est le principe de gémellité, c'est-à-dire les jumeaux. C'est ce qui intéresse nos ancêtres et c'est la signature universelle. C'est la loi fondamentale de l'univers. C'est la gémelléité. Donc, c'est de la gémelléité que naît la vérité, la justice, l'harmonie, l'équilibre, la balance. Mais il faut savoir que c'est pour ça que nos divinités fondatrices sont toujours des divinités, enfin, sont toujours des jumeaux, comme les quatre éléments fondamentaux. D'ailleurs, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, sans aller dans le détail. Et j'espère aussi que j'ai été assez clair, même si je sais que par certains bouts, je survole, j'en ai conscience, c'est parce que je ne veux pas être trop technique, mais que j'ai été assez clair dans l'approche qui a été la nôtre, notamment parce que nous avons parlé aujourd'hui d'un astre fondamental qui est la Lune, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui concerne de manière intrinsèque même la personne humaine, notamment les femmes en particulier, parce que la Lune gouverne entièrement la féminité. Pourtant, c'est un astre masculin, parce que souvent, dans les noms qu'elle porte, ce sont les noms des femmes, parce que dans les langues subsahariennes, le nom de la lune, c'est Ngon, Ngon Ngondé, c'est la jeune fille, la vierge, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais vous voyez que les anciens Égyptiens lui donnent le thème de l'unité. Hok, Ambassa, Hok, c'est le membre viril. Ambassa, Hok signifie faire le coït, faire l'amour. C'est ce que ça veut dire, Ambassa. Donc, ça veut dire que
le principe ontologique de la féminité, c'est la virilité, parce que le principe de l'âme, c'est le mouvement. Ça aussi, ce sont des éléments parfois qui nous manquent. Parce que quand on parle de la femme, on oublie que le féminin sacré a beaucoup à voir avec le mouvement qui est lié précisément au principe érectile, notamment l'aspect lié au clitoris, etc. Bref, ce sont des éléments que nous voyons dans le détail. Je ne peux pas vraiment en parler librement comme ça parce que ce serait long et je n'aime pas commencer sans finir. Donc, j'espère vous revoir aussi nombreux dans les prochaines semaines et je vous dis à très bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci.